Bonjour et bienvenue pour cette deuxième conférence Médecine et Société. Nous accueillons à nouveau Gilles Roche, infectiologue, qui va nous parler du complotisme. Le complotisme est donc un problème de société et Gilles Roche s'intéresse particulièrement à ces problèmes d'information et de désinformation. Donc avant de débuter, ma première question est la suivante. Existe-t-il une définition du complotisme ? Merci Magali et bonjour. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on ne nous dit pas tout. La vérité est ailleurs. On nous manipule. On ne peut faire confiance à personne. Heureusement, nous sommes lucides. On ne nous la fait pas. Nous ne nous laissons pas berner par les langages officiels. Nous sommes plus malins, nous. Nous connaissons d'autres vérités, les vraies vérités. Parce que le complot est partout. Ça, c'est le langage d'un complotiste. Alors, si vous voulez bien, nous allons d'abord expliquer ce qu'est un complot et voir ensuite comment les tenants de la théorie du complot ou du complotisme ou du conspirationnisme, tous ces termes sont équivalents, fonctionnent. Un complot, une définition, c'est une entreprise en fait qui est en préparation, qui n'est pas encore réalisée, qui est formée secrètement et qui se fait avec plusieurs personnes, au moins deux quand même, et qui est contre un intérêt, contre l'intérêt d'un État, d'un groupe de personnes, ou contre une personne. C'est en fait souvent un petit groupe de gens puissants qui se coordonnent en secret et qui vont planifier et entreprendre ensuite une action néfaste et souvent illégale pour obtenir une sorte de pouvoir, un pouvoir absolu qui peut être politique, qui peut être économique, qui peut être idéologique, qui peut être religieux. Par exemple, un tsunami, on va l'attribuer à une expérimentation d'armes nouvelles, et non pas à un mouvement complètement imprévisible de plaques tectoniques. Les gouvernements et ceux qui les manipulent, ils cachent toujours les vraies choses, les vraies causes. La plupart du temps, elles sont inavouables. Leur intention est toujours mauvaise. Donc le complotisme, c'est le fait de voir des complots partout, en sachant qu'en général, cette notion de complot est basée sur des faits réels. Donc il y a toujours un mélange de faits réels et de faits qui sont limite faux ou complètement faux, ou en tout cas dévoyés de la réalité. La théorie du complot, ça veut dire dévoiler l'identité des gens qui ont intérêt à qui font le complot et qui ont intérêt à ce que ce complot se réalise, et qui sont les commanditaires. Donc, c'est une façon de fonctionner qui va s'adresser, qui va attaquer un groupe d'individus ou une organisation qui va être à l'origine du complot. Alors, on a défini dans l'histoire tout un ensemble de gens qui faisaient des complots, qui étaient considérés comme fomentant des complots et qui ont été donc dénoncés par des complotistes. Ça a été les sorcières, ça a été les lépreux, ça a été les Templiers, les Juifs, les Jésuites, les francs-maçons, les Illuminati, les Sages de Sion, la Commission trilatérale, les services secrets, les banques, les groupes industriels, les multinationales, le complexe militaro-industriel, des mouvements politiques, des mouvements religieux, des sociétés secrètes, etc. Donc tout ça, ça vous évoque des choses de l'histoire et qui ne sont pas d'aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup de brodage autour des complots. Notamment, il y a eu un film en 1997 de Richard Donner qui s'appelait Complot en français, la Conspiracy Theory, qui expliquait à partir d'un chauffeur de taxi paranoïaque, adepte du complotisme, qui décrit en fait comment fonctionne le complotisme. Donc le cinéma, les sujets du cinéma, enfin le complotisme est un sujet principal pour le cinéma. De séries télévisées et de romans, bien évidemment. Donc on peut dire que le complot alimente la culture quelque part. Alors, le complot alimente la culture, il fait partie de la culture, il fait partie de l'histoire. On adore, bien sûr, parler de complots réels, mais on aime aussi en inventer quand il n'y en a pas suffisamment, et les gens sont friands des complots. Donc, du coup, ça fonctionne bien, et il y a probablement une espèce d'angoisse des individus qui fait qu'ils ont tendance à une espèce de paranoïa, ils ont tendance à avoir des complots partout. Pas tous, certains, les complotistes. Tout le monde n'est pas complotiste. Alors, dans les théories du complot, il y a des cas caricaturaux.
évident, où le bon sens va être choqué en première intention, hein, par exemple la Terre plate ou d'autres choses comme ça. Et il y en a qui sont beaucoup plus subtils, pour lesquels il y a beaucoup de vrai en fait. Et il va être extrêmement difficile de démêler le vrai du faux. Donc il peut y avoir complot réel, mais peut-être pas. Et peut-être que à partir de ce qui peut ressembler à un complot réel, on va peut-être changer quelques petites choses, enjoliver, on va dire, romancer, de façon à en faire un grand complot. Donc, à côté des cas caricaturaux, il y a des cas beaucoup plus subtils. Et c'est ceux-là qui sont plus intéressants. Alors la caricature, on va en parler bien sûr, puisque ça fait partie de l'histoire, et puis ça parle, mais ce n'est pas le plus intéressant. Alors, ça a commencé quand, le complotisme ? On peut considérer que ça a commencé de façon visible et structurée au moment de la Révolution française. Et en fait, le complotisme de l'époque consistait à dire que la Révolution française n'est pas un mouvement populaire spontané, une espèce de sortie spontanée venant d'un peuple excédé qui a voulu renverser un certain pouvoir, une certaine aliénation, mais ça a été une conspiration, et une conspiration principalement antichrétienne et contre le pouvoir. Et c'est l'abbé Augustin d'Aruel, en 1798, qui a expliqué ça en écrivant un livre qui a défini cette théorie du complot. Et la conspiration, ça a été beaucoup, pour les tenants de cette théorie, ça a été beaucoup les philosophes du XVIIIe siècle, Voltaire, Diderot, d'Alembert et également Frédéric II. Et puis, à cette époque-là, au XVIIIe siècle, il y a eu la naissance de la franc-maçonnerie. Et les milieux de la franc-maçonnerie ont tout de suite été considérés comme impliqués dans la Révolution française et dans cette théorie du complot. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que sont apparus les Illuminati de Bavière, qui était un groupe de francs-maçons en Bavière, qui aurait eu comme objet de supprimer le christianisme et la royauté, qui étaient forcément liés, pour faire triompher les idées cosmopolites des Lumières. Et est-ce que c'était parce que ce sont des sociétés secrètes avec des réunions? Alors oui, bien évidemment. Ben là, on va voir pourquoi on s'est porté sur les francs-maçons et également sur les juifs, le fameux complot judéo-maçonnique. Mais à l'inverse, il y a également des révolutionnaires, et notamment du côté des Jacobins, qui ont manipulé des théories du complot et qui ont parlé de complot anti-révolutionnaire. On a soupçonné les Girondins, on a soupçonné les Autrichiens, les Vendéens, on les a soupçonnés de comploter contre la Révolution. Donc on a toujours un complotisme qui va servir plus ou moins ses intérêts et qui va permettre de parler de démasquer une stratégie qui en fait est complètement montée de toutes pièces. Alors, la théorie du complot donc, est née, en France en tout cas, avec la franc-maçonnerie française. Hein. La franc-maçonnerie a été condamnée par l'Église au XVIIIe siècle, hein, notamment par une bulle du pape Clément XII. Et puis la franc-maçonnerie a été victime de son succès. C'était une origine plutôt de l'élite, hein, aristocratique, qui attirait les couches supérieures de la société et qui s'est ouvert après aux classes nouvelles. Donc, un certain nombre de personnes ont pris ombrage de cette structuration de groupes qui fonctionnaient dans un certain secret et qui pouvaient agir pour de mauvais desseins. Alors les loges maçonniques n'étaient pas très secrètes parce que finalement les choses se savaient. Et en fait on a beaucoup parlé des arrière-loges, c'est-à-dire des structures qui derrière les loges maçonniques agissaient et en fait étaient les véritables acteurs du complot. Donc des arrière-loges qui étaient tapis dans l'ombre, qui étaient impénétrables. Et bien sûr on trouvait beaucoup de juifs. Alors, les Illuminati, c'était à cette époque-là, qu'est-ce que c'est que les Illuminati? À la base, c'était une société de pensée allemande qui a été créée en 1776 et qui se sont appelés les Illuminati dans le sens où ils considéraient qu'ils avaient une certaine lumière. On parlait d'ailleurs du siècle des Lumières. Elle a été dissoute en 1785, mais elle aurait persisté, cette société, et elle existerait encore actuellement puisqu'elle est revenue à la mode.
Et le but de cette société de pensée, c'était pas seulement de réfléchir sur la société de façon humaniste et intéressante, mais c'était en fait d'élaborer un véritable plan secret de domination du monde. Donc les Illuminati, leur stratégie, ça a été de se développer en secret et d'infiltrer des gouvernements, et notamment ceux qui venaient des révolutions. Et dedans, il y a eu les francs-maçons, les sionistes, la CIA, les communistes aussi, hein, des sociétés secrètes, et tout ça était le noyau de ce que certains ont appelé les maîtres du monde. Et par rapport à leur symbole de cette pyramide tronquée et de l'œil, ça vient d'où? Alors oui, quand on regarde le billet américain, le billet vert de 1 $, on voit, il y a deux cercles avec des images dedans. Celle de gauche, c'est une pyramide tronquée, effectivement, avec des devises. Une pyramide tronquée avec un œil dans un pyramidon qui se trouve au-dessus, qui irradie, qui fait de la lumière. Et cet œil-là, et cette pyramide, bien sûr, est chargée de symboles. Et cette image et les devises qui sont au-dessus et en dessous ont été considérées comme étant des messages secrets propagés par les Illuminati. Alors il y a une devise au-dessus de cette pyramide qui s'appelle Annuit Coeptis, et en dessous il y a marqué Novus Ordo Seclorum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour les complotistes, le sceau, c'est au-dessus du sceau, il y a un œil qui est lucide et qui domine une base qui, elle, est aveugle. Donc c'est l'élite qui sait tout et qui contrôle le peuple. Annuit Coeptis, ça voudrait dire ce que nous entreprenons sera couronné de succès. C'est le cri de victoire des conspirateurs. Et en dessous, Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles, c'est un régime nouveau, qui est rebelle et indépendant de l'Église. Et puis en dessous, il y a marqué 1776. Il y a une date en chiffres romains. C'est l'année de fondation des Illuminati de Bavière. Donc, qui sont en fait les maîtres secrets du gouvernement américain. Donc, sur ce billet vert de 1 $, on a tous les éléments qui permettent de voir la trace des Illuminati et leur besoin de dominer le gouvernement, en l'occurrence américain. Et chaque fois qu'on voit des gens avec un triangle ou un œil, automatiquement, on interprète ceci comme étant un signe d'appartenance de ces gens aux Illuminati. Mais en fait, c'est le point de vue des conspirationnistes. Mais quand on regarde cette image du billet vert américain, on voit que ce sont des symboles qui étaient courants et qui étaient utilisés pour d'autres propos. L'œil dans le triangle, c'était la représentation de Dieu, hein, et ça date de la Renaissance. Et on sait bien que le gouvernement américain était lié à la religion chrétienne, puisque les présidents jurent sur la Bible. La pyramide non terminée, donc la pyramide tronquée, c'est la nouvelle nation ça rappelle les pyramides d'Égypte, hein, et donc c'est une nouvelle nation qui est vouée à durer pendant des siècles. Ensuite, il y a des rangées de pierres, il y en a 13, hein, rangées de pierres, on va dire 13, il y a beaucoup de numérologie, bien évidemment, dans l'ésotérisme et dans le conspirationnisme. Et ces 13 rangées de pierres, en fait, ce sont les 13 colonies d'origine. C'est les 13 colonies qui ont créé les États-Unis, puisqu'au début, il y avait 13 États. Et sous l'œil de Dieu, sous l'œil de la Providence. Et quant à la date 1776, date de fondation de la Société des Illuminati de Bavière, bah, c'est quand même la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc on a mis cette date-là. Vous voyez comment, à partir de faits, on peut arriver à trouver des interprétations qui vont pousser vers la création ou le montage d'une théorie du complot. Alors, il y a eu donc, à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'histoire de ce fameux complot judéo-maçonnique. Il est essentiel dans notre histoire, parce qu'il existe encore, enfin ce mythe existe encore, et il a construit tout le complotisme actuel, et en tout cas dans ses façons de fonctionner. Donc, l'idée c'était que la révolution était le fruit d'une conspiration, ça ne pouvait pas venir spontanément du peuple, et que c'était orchestré donc par ces fameuses arrière-loges maçonniques, c'était le complot maçonnique. Mais derrière, il y avait des juifs, et il y a eu le fameux complot juif
Hein. C'est ce qui a été décrit par Bakounine, hein, ce complot juif qui serait réuni en 1872 avec un pôle capitaliste, c'était la banque Rothschild, avec un pôle politique, communiste, marxiste, avec Marx, et qui étaient les deux faces de ce qu'on appelait la secte exploitante. Donc on a ajouté les juifs avec les francs-maçons, d'autant qu'il y avait pas mal de juifs parmi les francs-maçons. Et puis on a ajouté les jésuites aussi. Les jésuites ont été mis un peu dans le même sac que les juifs à certains moments, parce que ils énervaient tout le monde, hein, et puis ils avaient des côtés un peu peut-être secrets, et donc on a considéré qu'il y avait un complot jésuite. À ce moment-là, il y a eu, au XIXe siècle, il y a eu l'élaboration du protocole des sages de Sion, qui est très connu, et qui a une espèce de concrétisation de cette notion de complot juif destiné à dominer le monde. Hitler, il fait référence dans Mein Kampf. Alors c'était quoi ce fameux, ces protocoles, c'est au pluriel, des sages de Sion? Alors ça a été relancé, hein, tout le monde avait oublié, puis c'est revenu à la mode, ça a été remis notamment au moment des conflits entre Israël et ses voisins musulmans. Le protocole des sages de Sion, il a été rédigé en 1901, vous voyez qu'on n'est pas très loin de la Révolution française. Alors c'était écrit par un Russe qui s'appelait Mathieu Golovensky, qui était un informateur de la police secrète de l'Empire russe, qu'on appelait l'Okhrana. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu convaincre l'empereur Nicolas II du fait qu'il ne fallait pas trop ouvrir le pouvoir et les instances gouvernantes aux Juifs. Parce que il y avait des risques et on pouvait ouvrir à des gens qui pouvaient être nuisibles pour le pays. Donc il a écrit de toutes pièces pour le Tsar Nicolas II, il a écrit des comptes rendus de réunions secrètes. Donc une vingtaine de réunions secrètes qu'on appelle les protocoles des sages de Sion. Et dans ces comptes rendus de réunions complètement fictifs, il y a un plan de domination du monde qui utilise de la violence, de la ruse, des guerres, des révolutions. Et tout ça étant appuyé par le capitalisme et par la modernisation industrielle, par la révolution industrielle. L'idée étant d'installer un pouvoir juif mondial. Alors il y a eu beaucoup de littérature sur les protocoles des sages de Sion qui ont été extrêmement divulgués et utilisés par les gens que ça intéressait d'avoir. Donc ça c'était le complot juif qui s'ajoutait au complot maçonnique, tout ça étant mélangé dans un amalgame qui était le complot judéo-maçonnique. Alors je vous ai parlé des jésuites. Il y a eu également une théorie du complot qui a visé de domination mondiale qui concernait les jésuites. Hein. Il y avait déjà eu en 1614, il y avait eu un texte qui s'appelait les Monita Secreta qui accusait les jésuites d'avoir des instructions secrètes justement pour de mauvais buts. Et c'est en 1826 qu'on a parlé officiellement de théorie du complot jésuite. On a accusé les jésuites d'être responsables du naufrage du Titanic, par exemple, et de tout un ensemble de choses. Et les nazis, d'ailleurs, ont utilisé des théories du complot contre les jésuites pour réduire leur influence, parce que l'influence des jésuites était telle qu'on voulait la casser, et pour casser cette influence, il fallait la discréditer, et bien sûr montrer que c'était des gens qui étaient nuisibles et qu'il fallait surtout évincer. D'ailleurs, Eugène Sue, dans Le Juif errant, dépeint les jésuites comme une société secrète qui veut dominer le monde par tous les moyens possibles. Ça, c'est un peu l'histoire, on voit bien, fin du XVIIIe, XIXe siècle. Et maintenant alors? C'est devenu quoi? Plus récemment, que se passe-t-il maintenant? C'est une bonne question. Et est-ce que le complotisme est en recrudescence récemment? Ce complotisme avait un peu disparu, et s'était un peu atténué, mais il n'a jamais disparu. La notion de complot juif, elle a toujours été là. Les juifs ont toujours été considérés, d'ailleurs dans l'histoire, comme responsables de tous les maux. L'introduction du sida, c'était les juifs. Hein. Et même la peste noire au XIVe siècle, c'est dire que ça remonte encore plus loin. Tout le libéralisme mondial avec ses outrances, l'ultralibéralisme, c'est les juifs.
Hein, et on voit bien la finance, les juifs dans la finance, dans les entreprises et tout ça. Et même, on a accusé les juifs d'être responsables de la Shoah. Comme ça, comme quoi il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, au XXe siècle, les théories du complot ont repris du poil de la bête. Et en fait, c'est devenu, surtout dans les pays anglo-saxons, et ça fait vraiment partie de la culture anglo-saxonne. Il y a eu d'abord le maccarthyisme, qui était une espèce d'obsession du complot communiste. Donc, la théorie du complot communiste a été la base de toute une partie de l'histoire américaine, hein, avec le maccarthysme. L'assassinat de Kennedy en 1963, on a considéré que c'était le fruit d'une conspiration, et pas simplement un meurtre créé, un assassinat par un illuminé, isolé. Et d'ailleurs, il y a eu un comité qui s'appelait le HSCA, le House Select Committee on Assassination, qui a conclu qu'il s'agissait d'une conspiration. Après, le fameux rapport Warren, qui n'avait pas satisfait tout le monde. Il y a eu aux États-Unis l'affaire de Roswell. Alors je vais vous faire une petite énumération d'exemples de conspirationnisme du XXe siècle, avant d'arriver jusqu'à la période contemporaine, à maintenant. Donc là, c'est un lien beaucoup avec les extraterrestres. Alors oui, alors on va beaucoup voir, on va avoir de l'ufologie, hein, des extraterrestres et des ovnis, et parce que tout ça, ça se tient, les extraterrestres et la notion de civilisation extérieure, puissante, et ayant finalement, nous dominant et nous menant à la baguette, c'est quelque chose qui est une constante très forte. L'affaire de Roswell, c'était quoi? C'était un écrasement près de Roswell, c'était au Nouveau-Mexique, en juillet 1947, d'un ovni ou d'un ballon sonde, on ne sait pas trop quoi, il y a un truc qui s'est écrasé, et c'était la visite de la Terre par une civilisation extraterrestre, avancée, plus avancée que nous. Donc on a trouvé un individu, hein, qui était l'homme de Roswell. On l'a disséqué, on l'a montré en photo, il existait, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire, ça a été très compliqué, on s'est rendu compte que c'était un faux. Hein. On avait construit un individu, on avait construit un cadavre avec des morceaux pour faire croire que c'était un extraterrestre. Donc l'affaire de Roswell, mine de rien, elle a fait du bruit, et je crois que tout le monde doit s'en souvenir, a ça en tête, et ça a été une grande époque quand même, hein, du conspirationnisme. Et là, à cette époque-là, à partir de 1947, par là, donc, on s'est intéressé aux ovnis. Bon, et là, on a adoré les soucoupes volantes. Les soucoupes volantes, on n'en parle plus beaucoup, mais pour ceux qui ont un certain âge, il y a eu une période assez extraordinaire des soucoupes volantes et des ovnis. Il y a eu des choses, par exemple, il y a eu des témoignages. Hein, donc il y a des soucoupes volantes, les gouvernements sont au courant, mais bien évidemment, on dissimule au grand public l'existence de ces soucoupes volantes. On nie leur existence parce que c'est gênant, et puis on met peut-être de mèche en fait avec eux. Donc on a créé d'ailleurs des commissions américaines pour étudier ces phénomènes un par un. On a créé le National Investigations Committee on Aerial Phenomena, le NICAP, et ce comité a soupçonné l'US Air Force d'avoir des indices qui montraient qu'il y avait une vie extraterrestre, et le cachant. Alors il y a eu des films, hein. Il y a eu un best-seller en 1950 de Frank Scully qui s'appelait Behind the Flying Saucers. Donc derrière les soucoupes volantes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et les soucoupes volantes, on les a souvent retrouvées dans les théories du complot. Hein, il y a eu l'histoire des Men in Black. Hein, ça a été un comics qui a été publié en 1990. Déjà, on se rapproche de maintenant. Hein. C'était une organisation. Alors, l'histoire des Men in Black, il y en a eu plusieurs. Il y a encore eu une version très récente. C'est une organisation ultra secrète, hein, qui a pour but de réguler la présence sur Terre d'extraterrestres. Donc, alors, comics en 90, premier film en 97. Donc ce sont des gens qui sont virtuellement inexistants, alors déjà ça devient un petit peu compliqué à comprendre, et qui effacent la mémoire des témoins gênants. Quand il y a des témoins de l'existence des extraterrestres, on efface leur mémoire pour effacer vraiment tout, qu'on ne sache pas qu'il y a une vie extraterrestre qui est présente sur notre planète. Donc ça c'est la base de Men in Black.
Et d'ailleurs, on a mis en place des commissions nationales, américaines, pour vérifier tout ça. Bon, après on en est revenu, il y a eu des conclusions de la commission scientifique américaine qui ont conclu en 1968 que les ovnis, ça n'existait pas, que ça n'avait aucun intérêt, qu'il fallait arrêter de s'en occuper. Alors on a vu en même temps revenir les Illuminati. On les avait oubliés, c'était vraiment... ça ne disait plus rien à personne, et ils sont revenus, et en fait, ils sont revenus parce qu'ils ont servi à certains courants de pensée, notamment la contre-culture occidentale qui est apparue à la fin du XXe siècle, et beaucoup aussi dans la culture rap, dans la culture de la communauté afro-américaine. Donc on a fait revenir le mythe des Illuminati à partir de l'an 2000 à peu près. Et du coup, comme Internet arrivait, on a pu diffuser énormément d'informations, et là on a fait exploser ce retour des Illuminati. Donc la recrudescence aussi peut s'expliquer par l'utilisation des réseaux sociaux. Bien sûr, l'Internet a permis de donner une diffusion extraordinaire. Et donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'évolution de la société, mais également les moyens de communication qui expliquent à quel point on a eu une explosion des théories du complot depuis la fin du XXe et maintenant. Il y a eu une étude Ipsos d'ailleurs en 2014 qui a montré que 20% des Français croyaient à l'existence actuelle des Illuminati, qui regrouperaient d'ailleurs, parmi les Illuminati, il y aurait les principaux dirigeants de la planète. Alors, c'est quoi les Illuminati version moderne? Alors, ça s'est structuré, et aujourd'hui, les théories sur les Illuminati disent qu'il y a des lignées d'Illuminati, ce qu'on appelle des lignées sanguines, des tribus ou des familles. Et il y aurait 13 lignées sanguines, c'est le terme utilisé par les gens qui écrivent là-dessus, 13 lignées sanguines principales. On les appelle aussi les générations sataniques. Et par exemple, il y a une des lignées qui regroupe toutes les familles royales européennes. Elles font partie de cette lignée sanguine d'Illuminati. Et globalement, les Illuminati qui sont dans ces 13 lignées sont les gens qui ont le pouvoir sur la Terre. Alors en fait, les Illuminati n'auraient pas disparu, ils seraient là depuis fort longtemps, depuis des siècles, et ils auraient toujours pratiqué de la sorcellerie, tout un ensemble de choses assez particulières qu'ils auraient transmis en fait de génération en génération, en menant une double vie, c'est-à-dire ils ont une vie normale, ils sont insérés dans la société, mais en parallèle, ils ont toute une vie secrète avec de la sorcellerie et tout un ensemble de pratiques qui transmettent de génération en génération jusqu'à être prêts à enfin prendre le pouvoir sur la planète réellement, en sachant qu'ils l'ont déjà pas mal quand même. Donc c'est devenu assez compliqué. Alors il y a des noms sur ces familles, il y a les Astor, les Bundy, les Collins, les Dupont, comme Dupont de Nemours, le chimiste, Freeman, il y a les Kennedy, les Lay, les Onassis, les Rockefeller, les Rothschild, etc., les Russell. Donc ces familles ont des noms, et c'est la 13e qui est la plus mystérieuse, et qu'on appelle la lignée mérovingienne. C'est la 13e famille. Et c'est dans cette lignée-là, la 13e, qu'il y a justement les familles régnantes. Le prince Charles en fait partie, bien, la reine d'Angleterre. Alors, vous avez des livres sur les 13 lignées sataniques. Il y a pas mal d'ouvrages, vous pouvez aller voir ça sur Internet ou en librairie ou sur Amazon. Et tout ça a été repris par la littérature et par le cinéma. Et c'est vrai que le cinéma est un vecteur extraordinaire Il y a les réseaux sociaux et le cinéma. Et le cinéma et les réseaux sociaux. Tout ça, ça se repasse et ça fait résonance. Alors, il y a eu Dan Brown. Dan Brown qui a fait sa série de films, dans lequel il y a eu d'abord Ange et Démon, premier volet. Il a fait 5 films, une pentalogie, dans lesquels il y a le Da Vinci Code d'ailleurs. Le premier c'était Ange et Démon en 2000. Le thème c'est la menace des Illuminati. C'était une secte ancestrale qui s'est jurée de détruire l'Église catholique au Vatican. Donc il y a eu une adaptation au cinéma après en 2009 avec Tom Hanks et Ron Howard. Donc ça a été très populaire, les gens ont adoré Ange et Démon. Après ça, il y a eu le Da Vinci Code, on a beaucoup aimé aussi, en 2000. C'était le 2e volet de la pentalogie, avec un héros, le fameux professeur Robert Langdon, qui, avec l'aide d'une cryptologue, mène une enquête et découvre
des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. Et tout ça mène, en analysant bien tous ces signes cachés, en les décodant, mène à converger vers une organisation religieuse qui est prête à tout pour protéger un secret qui se transmet et qui va permettre d'anéantir le dogme chrétien. Donc il faut déchiffrer le code et mettre à jour les secrets de façon à protéger les fondements du christianisme qui devraient être détruits sans ça par le... Alors, vous voyez toute cette ambiance, c'est des choses qui parlent, hein, puisqu'on en a tous entendu parler, mais tout ça, là, on est dans les Illuminati. Dans la période moderne, il y a eu également il y a eu des morts suspectes, si on parle de la France. Hein. La mort de Robert Boulin, par exemple, la mort de Daniel Balavoine, de Coluche, hein, de Bérégovoy, de Lady Di, tout ça, il y a eu des théories du complot expliquant que ces morts étaient suspectes et qu'il y avait en fait des complots qui sont liés à tous les autres complots dont on peut parler. Parce qu'il y a des complots qui sont individuels et séparés, mais finalement ils se retrouvent, ils se croisent et des fois ils s'amalgament. Et est-ce qu'on peut toujours... est-ce qu'un complot naît toujours d'un traumatisme, en fait, ou d'un choc? Là, vous parlez de toutes ces morts ont été brutales et choquantes pour tout le monde. Et de même, quand on parle des extraterrestres, c'est au moment de la conquête spatiale. Est-ce que quand il y a un phénomène qui n'est pas compris, qui fait peur, est-ce que ça lance derrière un complotisme? Très souvent, il y a un événement. Il y a un événement qui va déclencher tout un montage. Alors, on se rapproche de maintenant. Dans les années 90, ce phénomène du complotisme, qu'on a bien vu qu'il existait hein, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre d'éléments, d'exemples qu'on a cités, et le phénomène s'est accru de façon considérable. Par exemple, la première guerre du Golfe en 91, hein, l'Empire soviétique s'était effondré, et donc Bush, père, avait parlé de la formation d'un nouvel ordre mondial. Hein, donc à ce moment-là, ça a commencé à tourner un peu au vinaigre, et il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, et là, il y a eu des théories du complot assez extraordinaires. Donc il y a eu la montée de l'islamisme. Et la montée de l'islamisme, avec un fond de crise économique, une espèce de marasme ou de malaise au niveau de la société, la crise boursière en 2000, la crise des subprimes en 2008, tout ça a créé une ambiance très favorable à l'arrivée, à la montée de théories du complot. Alors le 11 septembre, bon, la théorie des complotistes, c'est qu'aucun avion ne se serait écrasé sur le World Trade Center et sur le Pentagone non plus. Hein, ça a été en fait la CIA qui a dynamité les tours, et avec l'aide des services secrets israéliens, hein, du Shin Bet notamment. Pourquoi? Pour augmenter la mainmise sur le pétrole du Moyen-Orient, et puis surtout pour légitimer l'intervention de l'Occident contre les musulmans, et notamment dans les pays pétroliers. Donc, après il y a eu les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles, tout ça c'était la même chose, hein, c'était un grand complot américano-sioniste pour justifier le fait qu'on allait taper sur les musulmans et avoir une mainmise sur les pays. Alors, dans les autres choses, mais on y reviendra tout à l'heure, dans les autres choses, actuelles, il y a des choses assez extraordinaires. Moi, il y a une des théories que je préfère, c'est les reptiliens. Les reptiliens, c'est une grande conspiration politique, et les gens qui sont tenants de la théorie des reptiliens, c'est à peu près... ils considèrent qu'il y aurait à peu près la moitié des gens sur la planète seraient des reptiliens, feraient partie de cette conspiration. La moitié? Oui. Enfin bon, après, il y a des variantes, hein, mais il y a des gens qui considèrent que les reptiliens sont partout. Ils sont partout. Et ce sont des gens, en fait, ce sont des êtres qui veulent prendre le contrôle du monde, hein, de toute façon, et qui veulent créer une espèce, l'améliorer pour pouvoir justement contrôler le monde. Et bien sûr, en exploitant les autres. Alors, ils sont où les reptiliens? Puisqu'ils sont là, ils sont parmi nous, hein, vous en êtes peut-être. Il y a deux théories. Soit il y a des gens qui considèrent qu'ils habitent au centre de la Terre, hein, parce que c'est l'histoire de la Terre creuse habitée. La Terre est creuse, elle est habitée par les reptiliens.
Il y a la terre creuse et la terre plate. C'est pas les mêmes. Oui, alors si elle est creuse et plate, là, faut... ouais. Ah bah non, c'est pas les mêmes. Comme quoi, il y a le choix, on peut choisir ce qu'on veut. Hein. La carte est fournie. Donc, la théorie de la terre creuse habitée, donc ils ressortent de temps en temps, hein, quand ils vont faire des choses, et puis quand ils sont à la surface de la Terre, ils prennent l'allure de gens normaux, et bien sûr, ils mènent une double vie, et tout est fait pour prendre le contrôle de la planète. Alors, dans les reptiliens, il y avait George Bush, hein, il y a la reine Elisabeth, c'est un reptilien, et d'ailleurs, il y a des photos qui montrent, en faisant de l'anamorphose, qu'en fait, on voit bien que c'est un reptile. Hein, elle a des écailles qui viennent sur elle. Voilà. Madonna aussi, la famille Clinton, Barack Obama, c'est des reptiliens qui se déguisent en humains, hein, pour diriger le monde. Donc, comme pour les francs-maçons, comme les Illuminati. Et d'ailleurs, il y a des Illuminati qui peuvent très bien être des reptiliens. Tout ça, ça communique très bien ensemble, hein, et ça peut très bien s'amalgamer, il n'y a pas de question. Alors, il y a eu un sondage en avril 2013 qui a montré que plus de 12 millions d'Américains étaient adeptes de la théorie reptilienne. Alors, c'est pas négligeable. Évidemment, ça fait que 4% de la population, mais enfin, c'est pas rien quand même. Alors, tout ça, ça mène donc à un nouvel ordre mondial. Donc, les reptiliens, c'est très intéressant, parce que quand même, il faut le faire. Dans les autres théories qui sont vivantes et qui reviennent à la surface, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a la théorie, la théorie des anciens cosmonautes, hein, ce qu'on appelle les Anunnaki. Les Anunnaki, c'est toute une histoire. Ce sont des gens d'une civilisation extraterrestre, hein, extrêmement évoluée, qui sont venus sur Terre il y a fort longtemps et qui ont trouvé des humains très primitifs, les premiers hommes, et ils les ont modifiés génétiquement. C'est-à-dire qu'ils ont mis un peu de leur ADN dedans pour pas en faire des Anunnaki complètement, mais quand même les améliorer et en faire surtout des esclaves. Parce que le problème des Anunnaki, c'était de trouver de l'or. Ils voulaient trouver de l'or et ils sont venus sur Terre pour trouver de l'or. Donc ils ont fait des esclaves qu'ils ont construits, hein, génétiquement, pour travailler, pour trouver de l'or. Parce que pour eux, l'or, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on va trouver plein de choses. Il y a des légendes zoulous qui parlent d'une époque de visiteurs des étoiles qui sont venus chercher de l'or et d'autres ressources. Voilà. Donc tout ça, c'est très construit, les Anunnaki. D'ailleurs, en fait, ça remonte à la civilisation sumérienne. Et on a trouvé des tablettes d'argile dans les ruines de Ninive, hein, donc on monte à fort loin, où à l'évidence, il y a des symboles, il y a des dessins qui sont directement en relation avec les Anunnaki. Il y a des objets bizarres, il y a d'êtres qui sont indiqués dans ces tablettes comme étant venus des étoiles. Donc ces gens-là, donc, ils ont des espèces de trucs qui ressemblent à des montres, hein, des gens, et donc il est évident qu'ils étaient très évolués déjà à cette époque et ils sont venus, et s'ils sont venus, c'est pas pour rien. Hein, ils ont fait des choses, ils ont mis en place un certain nombre de choses, et derrière, ils ont un dessin particulier, ils ont un but particulier. Donc, c'est la théorie des anciens cosmonautes, hein, et toutes ces tablettes d'argile qui montrent qu'il y avait cette race d'extraterrestres et qui était venue sur Terre pour son or. Oui, alors pourquoi l'or? Pourquoi l'or? Alors, je vais vous lire un petit texte qui dit pourquoi ça les intéresse. L'or reflète la lumière infrarouge. Infrarouge, c'est la lumière que vous ne pouvez pas voir, qui est manifeste sous forme de chaleur. Les radiations interagissent avec nos molécules et les font vibrer plus vite jusqu'à ce que ça commence à chauffer. L'or est aussi un bon bouclier anti-chaleur car il est si malléable. On peut faire quelque chose d'extrêmement fin, c'est très facile de travailler avec, il a des incroyables propriétés pour la réflexion et la protection contre la chaleur, etc. Donc ça c'est une espèce de baragouinage assez extraordinaire de gens qui sont des tenants de la théorie des anciens cosmonautes. Alors c'est du charabia, hein, qui veulent expliquer à quel point ils avaient besoin de l'or, c'était vital pour eux. Et que c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir, et c'est pour ça qu'ils se sont installés. Dans les autres choses intéressantes, récentes, en 2015, c'est récent, il y a eu la fameuse mystérieuse île volante, Laputa, L-A-P-U-T-A.
Donc il y a eu un objet de plusieurs kilomètres de diamètre qui était en orbite autour de la Terre et qui a été filmé, qui a été vu. Et ça c'est extraordinaire, une anomalie massive qui bien sûr a été complètement cachée par la NASA. Parce que la NASA, elle est complètement de mèche avec les comploteurs. Donc elle a effacé les traces. Hein. Et alors on a vu en fait que c'était le reflet de la lumière à travers les nuages qui donnait cette impression. Et alors on s'est amusé à expliquer comment était cette île volante, c'est mieux qu'une soucoupe volante quand même, une île volante, plusieurs kilomètres. Voilà, et on a expliqué que tout ça avait été caché, qu'en fait elle avait bien été là. Voilà, alors qu'en fait c'était des effets d'optique, comme il y en a souvent. Il y a eu l'histoire de l'homme sur la Lune, hein, le Man on the Moon. Bien évidemment, pour les complotistes, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Alors il y a des tas d'arguments, hein, comment ça se fait, le drapeau ne flotte pas, tout ça. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des images d'entraînement de cosmonautes dans des studios. Et quand on voit ces entraînements filmés ou photographiés dans des studios, ça ressemble à ce qui se passe sur la Lune. Ben oui, les studios, ils essayaient de faire un décor qui ressemblait un peu à celui de la Lune. On dit, vous voyez bien, tout ce qui a été filmé avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong, c'est des choses tournées en studio. Il y a eu les chemtrails, ces traînées blanches là qu'on voit dans le ciel avec les avions à réaction. Donc bien évidemment, ce qu'on voit dans le ciel, ce n'est pas de la condensation de vapeur d'eau, de la vapeur d'eau qui est émise par les moteurs des avions, hein, c'est pas ça du tout. Ce sont des produits chimiques qu'on déverse à haute altitude sur les populations pour un certain nombre de buts qui ne sont pas avouables et puis qui sont bien sûr malfaisants. Hein. Donc souvent pour asservir les populations, les rendre dociles, bêtes, etc. Donc c'est aussi des armes bactériologiques. Voilà. On fait des grands épandages dans le ciel et on explique que c'est de l'eau de condensation des avions à réaction. Donc ça, les chemtrails, c'est assez vivant hein, comme théorie du complot. Donc il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, et puis des fois on dit tiens, il y a plein de traînées dans le ciel, comment ça se fait, il n'y en avait pas hier, etc. On va expliquer on va monter tout un ensemble d'arguments fallacieux pour expliquer que visiblement il y a quelque chose, il y a un dessin, c'est organisé tout ça, et il y a un but. Donc ça, les chemtrails, c'est assez vivace. Alors il y a la Terre plate aussi. La Terre est plate, hein, les conspirationnistes platistes, qui sont d'ailleurs en général des croyants, hein, ils croient à des religions, hein, notamment les chrétiens et les musulmans, notamment quand on est créationniste et qu'on pense que tout a été créé il y a 7000 ans, la Terre, l'homme et tout ça, et qu'il n'y a pas du tout l'âge de la Terre et des êtres vivants n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, hein, on réfute la notion de la datation au carbone 14 et on réfute toute la théorie de l'évolution darwinienne. C'est quand on croit ça, on peut arriver à croire justement que la création de la Terre a été totalement différente de ce qu'on nous dit, et puis que la Terre n'est pas ronde en fait. Tout ça, c'est des histoires. Donc les cartes sont fausses. Hein. La Terre, elle est plate et circulaire. Il n'y a pas de pôle sud, il n'y a pas d'Antarctique. Tout le reste, ça a été des images truquées. Pareil, hein, le Soleil, la Lune, l'ensemble des planètes, tout ce qu'on raconte, c'est des images qui ont été fabriquées dans les labos photographiques de la NASA. Alors il y a plein d'images, c'est très joli, hein, de la Terre plate. Il y a des théories qui expliquent à quel point il est évident scientifiquement que la Terre est plate. Hein. Donc là, on ne va pas entrer dans les détails. Bon, après, qu'est-ce qu'on va dire hein, quand on sait le nombre de Français qui pensent que la Terre est plate, à peu près 6 millions de personnes. C'est quand même un peu moins de 10%, c'est vrai que c'est un peu étonnant, surtout si on a pris l'avion, qu'on a fait quasiment le tour du monde une fois, et qu'on a vu que quand on faisait le tour du monde, la Terre était vraiment ronde, quoi, ronde au sens sphérique du terme. C'est vrai qu'on trouve ça extrêmement curieux, on se demande comment des gens peuvent croire des trucs pareils. Enfin, on ne va pas, tout ce qu'on peut dire, c'est tellement énorme qu'on est sidéré. Dans les choses actuelles, il y a aussi la secte AD2. AD2, c'est une secte qui nous gouverne, en fait. Donc d'ailleurs, tous les médias sont entre les mains de cette secte qui domine le monde depuis des siècles. Elle est de nature luciférienne, hein, elle est satanique. Elle veut détruire les religions et bien sûr, elle veut créer une nouvelle religion et un nouvel ordre mondial.
Et d'ailleurs, la Troisième Guerre mondiale a commencé, d'après les tenants de cette secte. Alors la secte AD2, elle a une religion, hein, c'est la religion dans laquelle le dieu est un veau, le petit lavage, un veau d'or. Et elle ouvre depuis la nuit des temps, hein, et elle est très curieuse parce que elle impose dans les choses clés qui définissent cette secte et sa religion, il y a des choses autour des chiffres, des nombres. Donc le nouvel ordre mondial est basé sur un système numérique où on n'utilise que des chiffres pairs, notamment le chiffre 8, qui est un chiffre très important. Donc, et l'étalon de base, c'est le chiffre 2. Voilà. Donc, tout est basé sur les chiffres pairs. C'est curieux, mais c'est comme ça. Elle serait mentionnée dans le Coran. Il y a des sources dans le Coran, hein, dans une sourate du Coran, qui dit que les AD2 ont fait périr les AD1. Il y a eu d'abord les AD premiers, hein, les gens qui gouvernaient une cité qui s'appelait AD1, qui avait un très haut niveau de développement et de prospérité, parce qu'ils faisaient le commerce de l'encens. Et ils l'ont détruite. Et puis il y a eu des descendants des survivants de cette ville. On retrouve tous les mythes de destruction de grandes cités à culture évoluée. Et puis on a reconstruit une nouvelle cité, les survivants, qu'on a appelée AD2. Et il y a eu donc beaucoup d'architecture, et notamment basée sur des architectures avec des colonnes. On a eu ce développement donc, de la secte AD2 qui aujourd'hui est présente partout. Alors c'est un peu compliqué, d'autant que ça se mélange avec d'autres mythes, notamment le New Age et tout ça, donc c'est vite assez compliqué. Je vais continuer maintenant avec des choses plus récentes. Hein. Je voudrais parler de Charlie Hebdo, de la tuerie de Charlie Hebdo. Hein. Donc il y a eu des thèses conspirationnisme à ce moment-là. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a dit que le massacre de Charlie Hebdo était à l'évidence signé par des services secrets. Donc il y a eu le Mossad, il y a eu la CIA, tout ça a été créé et a été manipulé. Alors il y a eu plein de choses pour expliquer que c'était construit, cette histoire de Charlie Hebdo, l'histoire des véhicules, différents véhicules qui étaient utilisés par les frères Kouachi, avec une voiture qui avait une fois un rétroviseur blanc, une autre fois noir. En fait, on sait que c'était la lumière qui était différente suivant l'heure de la journée. Il y a eu pourquoi François Hollande est arrivé aussi vite sur les lieux. L'histoire de la carte d'identité perdue par les frères Kouachi, c'est quand même bizarre, c'est étrange. Il y a eu l'histoire du téléphone mal raccroché de Koulibaly à l'hypercachère. Il y a eu François Hollande a fait une marche républicaine. Il y a une marche républicaine le 11 janvier et ça dessinait les contours de la carte d'Israël. Enfin tout ça. Il y a eu tout un ensemble d'éléments plus farfelus les uns que les autres pour montrer qu'il y avait quand même des choses troublantes et qu'il y avait visiblement un complot. C'était pas comme on nous disait. Alors après, bon, dans les choses récentes sur la théorie du complot, il y a les compteurs Linky, il ne faut pas les oublier, hein, on en parle moins maintenant. Linky, le tueur de citoyens. Il y a une fronde anti-Linky, hein, on a expliqué que ça a été un filon extraordinaire pour les complotistes. Hein. Les boîtes Linky, avec ce jaune-vert, ce vert jaune acidulé, ces boîtes intelligentes qui vont transmettre la consommation électrique en temps réel, mais qui en même temps vont nous envoyer des ondes, qui vont nous contrôler, et vont en plus récupérer plein d'informations qui vont être centralisées pour bien sûr de mauvaises intentions. Voilà des exemples. Hein. Il y a le principe de base, c'est que c'est le droit à penser différemment. Hein, c'est le droit de dire mais attendez, on nous dit des choses, soyons critiques, ne gobons pas tout et n'avalons pas des vérités toutes faites qui sont en fait télécommandées. Hein. Devenons plus intelligents, plus malins que les autres. C'est ça la base. Et donc c'est le droit à penser différemment. Voilà. On a le droit de penser différemment. Voilà. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire penser n'importe quoi et dire n'importe quoi? Peut-être, mais là c'est un jugement de valeur. C'est une question d'appréciation personnelle. Alors en médecine, médecine, complotisme et la médecine. Oui, alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de complotisme. Bon, un des exemples, on ne va pas les décrire tous, mais c'est les vaccins. Les vaccins, hein, il y a des gens qui disent que ça fait 30 ans qu'on nous camoufle, qu'on nous fait des mensonges sur les vaccins. Et enfin, on vient de se rendre compte que tout ça, c'était complètement faux ce qu'on nous a raconté sur les vaccins. Les vaccins ne servent à rien, les maladies auraient disparu d'elles-mêmes sans les vaccins ne fonctionnent pas, ça ne marche pas. Et au contraire, ils vont provoquer des maladies. Ils vont provoquer des maladies. Alors ça,
Bon, sur les vaccins, c'est toute une histoire, et j'avais fait une conférence à Génopolis de 2 heures sur la problématique des vaccins, donc c'est un peu, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire que les vaccins, les antivax en l'occurrence, et parmi les antivax les plus durs, qui sont vraiment des complotistes, c'est la remise en question de l'efficacité des vaccins. Les vaccins ne servent à rien, la variole, elle a disparu, elle aurait disparu sans les vaccins. C'est complètement faux de penser que c'est grâce aux vaccins, entre autres. Il y a aussi l'isolement des patients, hein, bien sûr. Hein. Peut-être que spontanément, le virus aurait disparu. Voilà. Bon, voilà. C'est donc l'efficacité, la rougeole, tout ça, on s'en fout. Il faut mieux que les gens attrapent la maladie qui est bénigne. Bon, en quoi on voit quand il y a des épidémies, tous les morts qu'il y a. Voilà, bon. Donc, négation de l'efficacité et de l'intérêt, donc. Et par contre, gros problème de maladies, de pathologies, de dangers liés au vaccin. Et alors là, il y a de tout. Et il y a ce qu'on appelle, ce que Gérald Bronner aime bien appeler le millefeuille des arguments. Et j'avais listé au moins une quinzaine d'arguments expliquant que les vaccins étaient toxiques. C'est-à-dire que quand on prend tous ces arguments, alors on va tout mettre, on va mettre les conservateurs, on va mettre l'aluminium, on va mettre des tas l'autisme, etc., tout un nom, la sclérose en plaques, le Guillain-Barré avec l'hépatite B, ou je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme choses qui ont été mises en avant pour expliquer à quel point les vaccins étaient nuisibles, tout ça, il y en a énormément, et quand on les prend un par un, et qu'on dit, mais non, voilà, on fait des études, parce que du coup, il a fallu faire des tas d'études pour démontrer, pour regarder ce qui se passe, pour démontrer que ça n'existait pas, pour regarder ce qui se passait. On n'a pas d'idée d'a priori. S'il y a un effet secondaire qui pose problème, on va le regarder, et puis surtout, on va pas nuire aux patients. L'idée n'est pas du tout là. L'idée, c'est pas de vouloir détruire une idée qui est posée. Simplement, il faut la regarder. Et la regarder, ça va demander beaucoup d'efforts. Parce que quelqu'un a affirmé qu'il y avait tel problème, c'est facile d'affirmer, hein. Du coup, ça va mobiliser des efforts de recherche, d'études sérieuses pour regarder ce qui se passe. Et en fin de compte, démontrer que c'est pipeau, que ça n'existe pas ce problème. Donc c'est quand même un gaspillage énorme de ressources. Hein. C'est facile d'affirmer, parce que les gens affirment. Et est-ce que ça ne veut pas dire aussi que si un vaccin contre la pandémie actuelle fonctionne, est-ce que les gens vont accepter de se faire, les personnes vont accepter de se faire vacciner? Est-ce qu'ils sont très... Dans le vaccin actuel, il n'y en a pas pour l'instant, mais moi je suis assez optimiste sur le fait qu'on aura un vaccin. Oui, mais est-ce que du coup... Je vais répondre. Pardon. Autant je suis très pessimiste sur le fait qu'on ait un antiviral efficace, on voit bien c'est compliqué les antiviraux, autant un vaccin, ça serait assez étonnant quand même qu'on n'arrive pas à avoir un vaccin suffisamment immunogène, suffisamment efficace. Mais pour l'instant on ne l'a pas. Et on met de gros efforts. Alors, est-ce que les gens vont se faire vacciner? Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est ambigu dans la tête des gens. Aujourd'hui, on se dit, si on avait eu un vaccin, quand même, ça aurait été extraordinaire. Si on avait un vaccin, on n'aurait pas les problèmes actuels, on n'aurait pas des centaines de milliers de morts sur la Terre. Et on n'aurait pas eu l'arrêt de l'économie, le confinement. Enfin, on aurait adoré avoir un vaccin. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on en développe, on fait une pression. Comment ça se fait? On ne l'a pas encore. Et c'est long. D'habitude, ça prend des années. On va essayer de faire plus vite. Bon. Donc il y a cet appétit extraordinaire de vaccin. Mais en même temps, il y a des anti-vax. Il y a des gens qui vont dire, mais attendez, ça ne sert à rien. De toute façon, le virus aura disparu. Et puis, de toute façon, ça ne marchera pas. Et puis, il vaut mieux attraper la maladie et avoir une immunité naturelle, bien sûr. Tout ce qui est naturel est beaucoup mieux. Et puis aussi, ça va être un moyen, on va bien sûr le rendre obligatoire, on va nous créer encore des contraintes. Tous les gens qui ont râlé contre les vaccins obligatoires, ils vont dire, tiens, on nous en rajoute, c'est encore un moyen d'être autoritaire et de nous contrôler. Donc il y a beaucoup de... et puis bien sûr, ça va nous rendre malades, hein, ça va nous rendre autistes, bêtes et tout. Donc les antivax n'ont pas désarmé. Alors là-dedans, il y a des gens qui vont suivre et d'autres qui ne vont pas suivre. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y aura quand même, dans la population générale, il y a les irréductibles, là, de toute façon, il n'y a rien à en tirer, mais il y a beaucoup de gens qui sont entre deux, et qui se disent quand même, oui, c'est vrai, la rougeole, ça rend autiste, le machin, le truc, l'aluminium, ce fameux millefeuille, je parlerai de ce fameux millefeuille des arguments, parce que c'est important. Ouais, il y a tout ça quand même, c'est pas clair, vaut mieux pas se faire vacciner. Tous ces gens qui ne savent pas trop et qui sont inquiets, ou les mères pour leur enfant, ils sont prêts à passer d'un côté ou de l'autre, soit à dire oui, il faut vacciner,
c'est quand même raisonnable, soit il ne faut pas. Et c'est ceux-là qui font la partie influençable. Et ces gens-là, je pense quand même, ils accepteront le vaccin, parce qu'on a vu ce que ça donnait au niveau de la planète, cette pandémie. Mais il y aura des irréductibles. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur la médecine. Et après, il y a le Covid. Alors, oui. Alors, on peut dire un petit mot sur, mais vraiment au pas de course, sur les théories du complot du Covid-19, parce que sinon, ça va être très long. Alors, mais il y en a eu plusieurs, c'est vraiment une bonne source. Automatiquement, dès qu'on a un phénomène de ce type-là, il y a de la désinformation, il y a des fake news, il y a de la théorie du complot, il y a tout ça. Et là, on a tout eu. On a tout eu, donc on a été servi. Ça a été, c'était extraordinaire pour les gens qui s'intéressent à ça. On n'a pas été déçus du voyage. On aurait pu dire d'ailleurs que les gens penseraient qu'on a fabriqué le virus, que tout ça. Il y a eu déjà l'histoire de la chloroquine. Bon, ça semble anodin. Après tout, on dit tiens, quelqu'un a une idée d'un traitement. La tristement célèbre chloroquine, hydroxychloroquine plus azithromycine, donc c'est super, on va essayer tout ça. Bon, c'est banal. Il y a eu des dizaines d'idées de traitements parmi des choses existantes. Je ne parle même pas de la recherche de nouveaux traitements. Donc c'est bien, c'est normal, on a des idées, des intuitions, mais derrière, il faut établir les faits, il faut vérifier. Parce que parmi toutes les choses qu'on dit, il y en a plein qui vont s'avérer inintéressantes. Et s'il y en a une sur 50 qui s'avérait effectivement intéressante pour les patients, on va être très content. Donc là, on est parti sur quelque chose de normal, et après tout a dérapé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses normalement, on n'a pas fait une étude sérieuse sur plusieurs centres, comparative, randomisée, qui permettent de voir si vraiment, par rapport à des patients qui ne prennent pas le traitement, ceux qui en prennent, comparables, ont un bénéfice. On ne l'a pas fait. Alors du coup, on est parti dans des choses extraordinaires. Et les gens qui ont dit, qui n'ont pas dit ça ne marche pas, mais qui ont dit on aimerait bien valider ce traitement-là, et s'il marche, alléluia, en plus il n'est pas cher, on est très content, mais on n'a pas eu, et on l'a fait tardivement, et d'autres l'ont fait que le promoteur de l'idée. Quand on promeut une idée, surtout si on a les moyens de le faire, on a la charge de la preuve, on doit fournir aux gens, et après on va les convaincre. Si on fait de bonnes études bien solides, auditables, etc., si les résultats sont là, les médecins ils disent c'est tout bon, on prend. On y croit au sens qu'on n'est pas dans la croyance en médecine. On voudrait qu'on soit dans la croyance, mais on n'a pas à l'être. Par contre, on ne va pas croire au truc, on va simplement accepter des faits évidents, ça marche, c'est bien toléré, bon rapport bénéfice-risque, donc on prescrit. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est la démarche normale. Mais on est parti complètement de travers. Et dès que des gens ont émis l'idée, et ça a été terrible quand même pour certaines personnes, dès qu'on a émis un doute sur l'efficacité de ce traitement, on dit mais non, on n'a pas les éléments pour dire si c'est efficace, hop, on est tombé déjà dans les rangs des méchants et dans des complotistes. On est contre Raoult, il y a un complot anti-Raoult. Et on est bien évidemment un agent de la Big Pharma, automatiquement. Il y a la Big Pharma qui arrive. On oublie que la chloroquine c'est Sanofi et que l'azithromycine c'est Pfizer, c'est quand même des géants de la pharmacie. Alors on va dire, oui, ça coûte pas cher. Oui, d'accord, ça coûte pas cher. Bon, la dexaméthasone là, qui vient de sortir apparemment comme efficace dans les formes sévères, c'est pas nouveau. On attendra la suite. La dexaméthasone, on attendra, non mais apparemment... Bon, et puis la dexaméthasone, soludécadron, ça s'utilise dans les pneumopathies sévères depuis longtemps. Enfin, c'est pas un scoop. Bon, encore faut-il vérifier que dans ce cas-là précis, c'est efficace. Bon, c'est très bien, ça coûte 3 sous, ça coûte rien. C'est pas parce que ça coûte pas cher qu'on va barrer le truc. Au contraire, tout le monde va se précipiter dessus pour l'utiliser. On va pas dire, non, on va barrer la dexaméthasone parce que ça coûte pas cher, parce que la Big Pharma veut promouvoir des produits qui, eux, vont coûter la peau des fesses. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. La dexaméthasone va être un bon contre-exemple. Mais très vite, on est dans des histoires de complot. Et derrière, il y a des gens qui ont des intérêts politiques, des intérêts économiques, etc. C'est ça la base des motivations des théories des complotistes. Et donc il y a des faux complots. Donc c'est la Big Pharma. Donc il y a les petits, le peuple, les gentils, c'est Raoult, qui est homme providentiel, et puis il y a les méchants, les imposteurs, les conflits d'intérêts. Alors bien sûr, Raoult est victimisé, on lui en veut, alors personne ne lui en veut à la base. Évidemment, s'il fait un peu tout pour qu'on lui en veuille à force de dire n'importe quoi.
Mais à la base, il n'est pas. Il a eu tous les honneurs, il était dans toutes les instances, dans tous les groupements pour conseiller, dans toutes les instances décisionnelles en maladies infectieuses. Mais il le dit lui-même. Il l'a dit, j'ai eu tous les honneurs, tout ça, et en même temps, on va en faire une victime en disant c'est un paria. Non, il n'est pas paria. Il a toujours été bienvenu dans toutes les instances. Il a eu les plus grands honneurs. Il a toujours été dans la nomenclatura. Il a toujours été du côté du pouvoir. Il a tous les accès. Donc il n'est pas victime du tout. Donc s'il veut se mettre en position de victime, bah, il fait comme il a fait. Et puis au bout d'un moment, il énerve tellement les gens à dire n'importe quoi et surtout à critiquer les autres d'une façon complètement déloyale que au bout d'un moment, les gens ont les boules. Hein. Désolé d'employer ces termes. Donc, et après, les gens, ils se retrouvent dans des situations où les complotistes vont être très virulents. Hein. Il y en a des centaines de milliers pour cette histoire de Raoult qui s'expriment de façon très violente, très haineuse, extrêmement agressive, avec des attaques personnelles. Hein. Il faut demander à Karine Lacombe ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a osé dire qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour dire que le traitement Raoult était efficace. Elle n'a jamais été anti-Raoult ou tout, elle s'en fout, hein, comme on s'en fout tous. Mais elle a osé dire ça. Donc elle a eu des menaces de mort. Enfin, c'est absolument c'est épouvantable, quoi. Les critiques, des insultes. Parce que ces gens-là sont des extrémistes, en général. Donc ils passent assez vite, enfin les plus durs d'entre eux en tout cas, dans des comportements violents. Et violents déjà au niveau verbal, au niveau des réseaux sociaux. Pas forcément prendre un couteau et aller tuer quelqu'un. Quoi qu'il y en a qui seraient prêts à le faire. Mais heureusement, ils sont extrêmement peu nombreux. Par contre, il y a une violence dans l'écriture et dans les termes utilisés qui est invraisemblable, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement propose une loi pour régler ça et dire qu'on n'a pas le droit de menacer de mort des gens. Quand même, oui, parce que ça peut dissuader les personnes. Les gens, du coup, ils sont pas fous. Ils disent, mais moi, ils ont peur. C'est le but d'ailleurs, le but c'est de faire peur. Donc les gens ont peur, et du coup ils vont la fermer, ils vont plus se manifester parce qu'ils veulent se protéger leur famille, et ils ne veulent pas qu'on fasse sauter leur maison, qu'on crève les pneus de leur voiture ou qu'on kidnappe leurs hommes. Non mais c'est à ce point-là quand même. Donc on est dans les extrémistes, hein. Et là bien sûr on est dans une vision du complotisme qui est très politique et qui est très liée aux positions extrêmes. Et là, on parle après de l'extrême gauche et de l'extrême droite, bien évidemment, qui souvent se rejoignent là-dessus. Donc, alors, Raoult a été au cœur des théories complotistes autour de l'histoire du Covid-19, parce que les complotistes ont adoré son personnage et sa façon de se présenter. Donc, et ça a été du pain béni pour eux. Donc, du coup, ils se sont précipités sur cette personnalité qui elle-même probablement allait beaucoup moins loin. Il disait des choses très intelligentes, Raoult. Hein. Il a dit des bêtises, mais il dit des choses très intelligentes. Hein. Il a une grande culture, il s'exprime bien, et il fait attention un peu à ce qu'il dit. Des fois pas, mais des fois il fait attention. Par contre, les gens qui interprètent, ils vont beaucoup plus loin. Et ils utilisent Raoult pour leur théorie complotiste. Alors, dans les théories complotistes, mais vraiment rapidement, encore une fois, hein, anti-Raoult, ça c'est la base, hein, avec bien sûr des côtés antisémites toujours, hein, Agnès Buzyn, Yves Lévy, juifs, tout ça c'est sûr que, comme par hasard, quoi. Hein. Voilà. Alors, tout ça parce que les gens sont dans une période anxiogène, on a bien vu toutes les crises sociales, là on parle de la France, hein, mais oui. Tout ça est mondial. Que l'histoire de Raoult, ça a été mondial. C'est ça qui est extraordinaire. Et bon, les gens, il y a des malaises, il y a des remises en question du modèle économique, du capitalisme, de tout un ensemble de choses qui fait que le réchauffement climatique, l'environnement, donc il y a tout ça qui se mélange. Et du coup, il y a un terreau qui est propice un peu à ce genre de choses. Hein. L'anxiété des gens va nourrir probablement des peurs et du complotisme. Donc si Raoult dérange, c'est qu'il a raison. Alors, l'origine du virus, il y a des gens qui ont expliqué que le virus a été fabriqué, bien évidemment. Alors, les Chinois, il y a même des Chinois qui ont dit officiels, qui ont dit que c'était les Américains qui avaient fabriqué le virus.
pour faire de la guerre pour les Chinois, parce qu'il y a quand même une certaine compétition, notamment au niveau économique. Il y a eu les Iraniens, on dit que c'était le virus de Rothschild, c'était donc à la fois juifs et israéliens et américains, donc bien sûr pour nuire au pays. Donc on a beaucoup expliqué des raisons. Alors les Chinois aussi ont été accusés d'avoir fabriqué le virus pour dominer leur population qui des fois commence un peu à remuer quand même. La Chine, elle commence un peu à s'exprimer pour certaines insatisfactions. Bon, il y avait des tas de raisons qui faisaient que il était évident que ce virus avait été fabriqué. C'était pas un hasard. C'est pas possible que ce soit un hasard. Donc on a expliqué, et puis il y a eu bien sûr Montagnier qui dit que des bêtises, qui a expliqué que oui, forcément. C'est un prix Nobel quand même. C'est évident, prix Nobel dans une pochette surprise, parce que c'est pas lui qui a fait le boulot. Non, je suis désolé de le dire, mais enfin, depuis plusieurs années qu'il dit que des bêtises. Oui, mais je ne sais pas si le grand public le sait. Ah non, ça. Prix Nobel, ça reste une caution. Voilà, ça reste une caution. Mais malheureusement, des prix Nobel qui ont dérapé, il y en a quelques-uns dans l'histoire, et quand ils dérapent, c'est grave. Donc du coup, comme il s'est exprimé sur cette histoire de publication indienne qui a été rétractée, où des Indiens disaient qu'il y avait eu un truc, ça a été la racine du problème. Après, les virologues ont redécrypté tout le génome du virus, l'ont comparé, ont bien vu qu'il n'y avait aucun élément en faveur d'une construction humaine, et que ça ressemblait totalement au virus qu'on avait chez les animaux sauvages. Donc cette histoire de fabrication du virus a disparu, mais ça a été très vivant quand même. On a fabriqué le virus. Oui, et il y a des personnes qui se posent la question de savoir pourquoi dans les laboratoires on travaille avec des virus aussi dangereux. Alors, il y a un mélange à ce niveau-là. Ce virus n'était pas considéré comme hautement dangereux. D'ailleurs, il n'y avait pas besoin d'un labo P4, un laboratoire P3 aurait suffi. On travaille sur les virus pour des tas de raisons, pour les connaître et pouvoir après travailler dessus et pouvoir développer des vaccins. Enfin, c'est important de connaître les agents infectieux. C'est très important. Alors après, on va dire, oui, mais alors du coup, on va s'en servir, ça va faire des armes biologiques. Bon, d'accord. Bon, il y a toujours des risques. L'être humain est ce qu'il est. Mais en attendant, il ne vient pas à l'idée de... Alors, il y a eu l'histoire du brevet américain sur un virus du SARS, un brevet de 2003. Bon, en fait, c'est un brevet juste pour dire pas pour dire qu'ils avaient fabriqué le virus, mais pour dire qu'ils avaient découvert le virus, qu'ils l'avaient identifié. Il y a des brevets là-dessus. Voilà, bon, tout ça. Bon, sur la création du virus, maintenant c'est terminé. On sait que... enfin, moi, j'écoute les experts, j'ai pas d'idée personnelle là-dessus. J'écoute les experts qui disent, on a bien regardé, c'est évident. Il peut y avoir quelques bases qui se suivent et qui, dans un même ordre que un virus du VIH, qu'un VIH, pardon, le virus du sida, mais il faut qu'il y ait une longueur suffisante pour que ça semble troublant vraiment et que ça ressemble. Et ils disent non, il n'y a pas de séquence suffisamment longue pour qu'on puisse le penser. Et par contre, l'analogie avec les souches qu'on a chez les animaux sauvages est excellente. Je passe, qu'est-ce que on voulait dire d'autre là? La 5G. La 5G. La 5G, alors c'est extraordinaire parce qu'il se trouve que cette épidémie a démarré en Chine en même temps qu'on déployait la 5G. Alors il y a toujours les gens anti-5G, anti les ondes électromagnétiques, il y a tout ça, il y a des courants de pensée qui sont minoritaires, heureusement, et qui expliquent à quel point ça nous rend malade. Alors peut-être si ça nous rend malade, il ne faut pas le faire, c'est évident, mais encore faut-il être sûr que cette affirmation que ça nous rend malade est vraie. Alors il faudrait que la 5G, on n'en a peut-être pas besoin, c'est peut-être pas utile d'avoir des vitesses aussi rapides. Bon, ça c'est un autre débat. La question c'est est-ce que la 5G est à l'origine de cette pandémie? Alors il y a eu, quel est le rapport entre la 5G et un virus? Alors il y a eu des théories, parce qu'il faut trouver des raisons. La coïncidence chronologique, bien sûr, qui n'a aucun sens. C'est comme réchauffement climatique et pandémie, tout ça. Quel est le rapport entre les deux? Il y a des gens pour lesquels il y a un rapport évident. Non. peut-être pas, mais la coïncidence chronologique ne vaut absolument pas pour relation de cause à effet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu 3 arguments principaux pour l'histoire de la 5G. Le premier, c'est que les ondes électromagnétiques émises par la 5G vont empoisonner nos cellules et vont créer le virus à l'intérieur de nos cellules. Il faut le faire. Deuxième théorie, la 5G émet des radiations qui vont affaiblir nos défenses immunitaires et les rendre plus fragiles pour des virus. Bon, ça c'est une affirmation qui n'est basée sur rien.
Et la troisième, alors ce qui est extraordinaire, c'est que le virus pourrait voyager à travers les ondes radio, les réseaux mobiles et tout ça. Il n'y a plus besoin de prendre l'avion. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs, il y a des gens qui ont quand même eu le culot d'écrire que si ce virus s'est répandu aussi vite dans le monde, c'est parce qu'il a utilisé la 5G et les ondes radio et tout ça. Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses là-dessus sur la 5G. Il y a eu Bill Gates, la haine de Bill Gates aussi, hein, le complot. Alors, Bill Gates, on ne l'aime pas, alors qu'il donne une grande partie de sa fortune pour des bonnes causes. C'est là l'erreur de faire de la philanthropie. Ça me paraît suspicieux, justement. Ah bah oui, c'est louche. Et je pense qu'il est sincère, d'ailleurs. Il donne des sommes énormes pour le paludisme, la tuberculose, et là pour le Covid-19. Et ben, du coup, il est riche, donc ça énerve les gens. Il a une certaine puissance. Il a réussi, et puis c'est quand même bizarre qu'il donne de l'argent, il a une idée derrière la tête. Et c'est une mauvaise idée, bien évidemment. Donc il veut contrôler, il est pour les vaccins, mais avec les vaccins, on va injecter un truc, en fait, qui va nous contrôler, hein, une puce qui va nous contrôler. Donc attention, ne prenez pas le vaccin, parce qu'on va vous injecter un petit truc microscopique qui va vous contrôler. Voilà. Et ça, c'est Bill Gates qui est derrière. Et d'ailleurs, il finance des lettres pour trouver des vaccins pour ça, hein, c'est ça qui l'intéresse. Et puis, il avait averti qu'il y aurait une pandémie de ce type-là il y a quelques années. Mais tout le monde savait qu'il y aurait une pandémie virale. Tout le monde, il y en a toujours eu, hein, avec les grippes. Et on a vu le SARS en 2003, il y a eu après le MERS en Moyen-Orient. Donc, c'est des trucs qui n'ont pas été... qui n'ont pas eu l'ampleur pandémique, mais quand même. Et on s'est dit, hein, le fait qu'il y ait une pandémie à coronavirus, elle était connue quand même. Tout le monde, enfin les spécialistes le disaient, et Bill Gates le disait, et plein de gens, on a ressorti des tas de gens qui ont dit, ah, c'est extraordinaire, la prémonition. C'est pas de la prémonition, c'est écrit qu'il y aurait des pandémies. C'était écrit qu'il y aurait des pandémies virales. Et il y en aura d'autres, ça aussi on peut le dire, hein, et on va devenir des devins. On va devenir des gens extraordinaires qui disent « Ah, il l'avait dit ». Donc Bill Gates l'avait dit, hein, parce qu'il parlait des grands risques de santé sur la planète, parce qu'il se sent concerné, voilà. Et il a dit, il a affecté une grande partie de sa fortune à la philanthropie et notamment à la lutte contre la pauvreté et contre les maladies infectieuses. Bon, c'est pas bien, et il en prend plein la gueule. Avant, il y avait George Soros qui était la bête noire, maintenant c'est lui. Voilà, donc... Voilà, parce que la haine est extraordinaire, hein, de Bill Gates dans certains milieux. C'est de la folie. Hein. Puis ils incarnent le capitalisme, ils incarnent la fortune. Voilà. Il y a eu aussi... La pandémie a été inventée. Elle a été inventée, oui. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de pandémie en fait. Tout ça c'est bidon, c'est un peu comme il n'y a pas, la Terre est plate. Voilà, il n'y a pas de pandémie. En fait, tout ça, on raconte tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est pour limiter nos libertés. C'est créer des états d'exception pour limiter nos libertés. C'est Giorgio Agamben, surtout, qui a dit ça, un philosophe italien, qui a dit « Mais cette épidémie est un prétexte. Elle n'existe pas. » Donc, et c'est un moyen aussi d'expérimenter des dispositifs coercitifs. C'est pour ça qu'on l'a créé aussi à grande échelle. Voilà. C'est ça l'idée. Bon. Donc on a des choses comme ça, hein. C'est le nouveau despotisme. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Le traitement existe, mais on nous le cache. Ah oui, il y a ça, bien sûr. Ah, puis il y a eu les trucs, ah oui, il y a des trucs marrants. Il y a eu le Rivotril. On a autorisé l'utilisation du Rivotril, qui est une benzodiazépine en ville, parce qu'il y en a un autre qu'on utilise notamment dans les soins palliatifs, qui permet d'alléger certaines souffrances. Voilà. Et donc l'autre a disparu. Je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, je crois qu'il y a des problèmes de fabrication, donc on a autorisé le Rivotril en ville. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Gilbert Collard? Il a dit, on veut se débarrasser des vieux, on va donner du Rivotril pour tuer les vieux. Voilà, donc... c'est une euthanasie déguisée, voilà, en fait. on autorise l'euthanasie pour se débarrasser des vieux qui encombrent l'hôpital. Et puis comme il y avait également le problème de la crise des retraites, on s'est dit, c'est bien, on va se débarrasser des vieux, comme ça on va régler le problème. Voilà. Alors on voit que sur le domaine de la santé, on a souvent du complotisme, et bien sûr là on ne va pas tout faire, hein, parce que ça ferait beaucoup trop, et notamment on a un exemple tout récent qui est assez extraordinaire. Voilà pour les exemples. Maintenant on peut dire comment ça fonctionne. Oui, quel est le fonctionnement du complotisme? Qu'est-ce qui se passe? Alors,
C'est toute une affaire et c'est très étudié par les psychologues, les sociologues, les philosophes, etc. Et c'est connu quand même. Hein. Maintenant, ça commence à être pas mal décodé, la façon dont ça se passe. D'abord, il faut savoir que l'homme est certainement un être de croyance. Il est dans le croyance plus que dans le rationnel. Donc, la croyance est probablement la composante de base du fonctionnement humain, plus que la logique et le rationnel, qui semble être presque un peu un artefact. On le constate, l'homme a toujours été dans la croyance. Et dans une période actuelle où il y a le progrès, où on a des méthodes de raisonnement, d'établissement des faits, de vérification des faits qui sont très puissants, et bien malgré tout, une partie très importante de la population, je dirais la majorité même, préfère être dans la croyance. On le voit bien avec les fausses médecines, avec des tas de choses. On peut démontrer dans tous les sens qu'un truc ne marche pas, bah, on croit qu'il marche. Et on a envie de croire surtout, on veut croire qu'il y a telle chose. Et le complotisme, ça relève de la croyance. Hein. Donc il y a une pensée dominante qui est libérale, qui veut asservir les masses. Hein. Et donc on est dans cette croyance-là. Et la théorie du complot, elle est contre la connaissance, elle est contre le savoir. Parce que dès qu'on est dans le savoir et dans la connaissance, eh ben on démonte le complotisme. Il disparaît automatiquement. Ce qui fascine dans le complotisme, c'est l'anticonformisme. Il y a des choses qui sont dites par les autorités, par les gens officiels, les experts, ben on va dire le contraire. Donc on est anticonformiste. Et puis on transgresse. Avant, on n'osait pas dire. Il y a une autorité, et là, on dit, c'est comme un enfant par rapport à ses parents. On est contre l'autorité, on transgresse. Il y a des pouvoirs établis, on va dire des choses contre. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est très, 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 très fort. Et puis, c'est des solutions de facilité, souvent. On est dans un monde compliqué. Et les gens sont perdus, ils ne comprennent pas le sens des choses. Et puis même le progrès, la technicité, tout ça, c'est compliqué. Les gens, ça leur échappe, ils ne comprennent pas. Tout ce pouvoir. C'était tellement mieux avant quand on allait cultiver son champ avec son bœuf et là on comprenait ce qui se passait. Maintenant c'est compliqué, mais tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise l'électricité, utilise les télécommunications, etc. Mais on ne sait pas comment ça marche réellement et on est dépassé par ça. Donc on est attiré, on utilise les choses, mais en même temps on rejette. Donc c'est trop compliqué. Donc la solution de facilité, c'est d'avoir des solutions simples qui expliquent les choses. Donc les théories du complot, elles ont pour but de décoder, de dire écoutez, vous ne comprenez pas, c'est compliqué, il y a plein de trucs. Voilà, on va vous donner une explication simple. Voilà, il y a un truc qui est voulu et c'est facile à comprendre et ça explique tout. Voilà. Donc ça permet de rassurer les gens, en fait, de façon étonnante. Alors qu'on pourrait penser que ça devrait être anxiogène. Les mécanismes, pourquoi on va adhérer à une théorie du complot? Il y a la simplicité, et il y a aussi il y a des stéréotypes hein, qu'on aime bien. On aime bien retrouver des choses connues. Hein. Donc les juifs, ça c'est bien, c'est un stéréotype donc ça demande qu'à revenir. Hein. Les juifs, c'est un groupe puissant, qui est riche, qui est ethnocentré, centré sur lui-même, qui est intelligent, ils sont très intelligents, ils sont bons en musique, ils sont bons en tout ça. Donc on a des stéréotypes très forts, et ça rassure. Ça rassure. Hein. Et donc les théories du complot vont utiliser des stéréotypes. La vie les extraterrestres, tout ça. Et puis, on aime bien aussi ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a des intentions derrière, c'est pas le hasard. Il y a des gens qui, c'est voulu tout ce qui s'arrive. On croit comme ça, on nous explique que ça vient, le hasard et la nécessité, tout ça. Non, c'est pas, ça colle pas. Il y a une intention derrière. Et donc ce biais d'intentionnalité, c'est-à-dire les choses ont été voulues, ça simplifie aussi, ça rassure. Hein, et puis il y a aussi le bien et le mal. Hein, le mal, c'est la société secrète qui veut asservir le monde. Et le bien, c'est ceux à qui on ne la fait pas. Hein, c'est les masses qui sont manipulées. Donc ça, on revient vers des choses basiques, fondamentales, auxquelles ça fait écho, et ça plaît bien aux gens. Alors, les théories du complot aussi ont une force extraordinaire, c'est qu'elles se répandent en utilisant les rumeurs. Hein. Donc c'est le fonctionnement de la rumeur qui a toujours été puissant. De tout temps, il y a eu des rumeurs. Hein. Et quand une information est diffusée, elle va se transformer. Hein. C'est le principe de la rumeur. On part d'un endroit, et quand on arrive plus loin, c'est passé par des intermédiaires, et la rumeur s'est transformée. Et quand elle se transforme, elle devient de plus en plus simple et compréhensible.
Parce que les gens qui ont une info, ils vont peut-être pas bien la comprendre ou elle est compliquée, hop, ils vont la retransmettre à quelqu'un d'autre de façon simplifiée. Et puis d'une façon qu'on va comprendre. Alors ça sera peut-être pas la même chose aussi, mais c'est pas grave. Voilà. Et au fil du temps, la rumeur, elle devient extrêmement digestible, elle devient très compréhensible, très simple à comprendre, extrêmement élaguée. Donc ce mode de propagation utilisant le phénomène de la rumeur permet justement, aide à la propagation. Ce qui fait qu'elle va de plus en plus vite, elle se propage de plus en plus vite. Puis bien sûr, après, il y a l'effet des multiplicateurs. On parle à 10 personnes, chacune va parler à 10, et ça va continuer. Alors la base du complotisme, c'est les fausses informations. Hein. C'est ce qu'on appelle l'effet alternatif, qu'on peut appeler les hoax aussi. Hein. On peut appeler ça la post-vérité. Il y a beaucoup de termes pour parler de ça, et on parle des fake news. Bon, on est dans les fausses informations, ça c'est la base. Mais il y a des fausses informations qui ne sont pas forcément liées à une théorie du complot. Par contre, les théories du complot utilisent toujours des fausses informations. On a ces fausses informations qui se répandent et qui alimentent les théories du complot, alors qu'on n'a jamais été aussi bien outillé pour décrypter les fausses informations. Dans toutes les grandes revues, les grands journaux, les télés, il y a des gens qui font du fact-checking et qui le font extrêmement bien. Et on est outillé, on a des méthodes, tout ça, c'est connu maintenant. Et bien ça sert à rien, visiblement. Et puis il y a le net, hein, il y a l'Internet, bien évidemment, et là, on ne passe pas par le crible des journalistes. Mais les journalistes, je trouve, disent infiniment moins de bêtises qu'ils n'en disaient avant. Avant, c'était incroyable, c'était n'importe quoi. On avait un fait, hop, on le disait. Maintenant, ça existe encore, hein, rassurons-nous. Mais quand même, ils font attention, hein, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des fake news. Et il y a régulièrement des émissions où on va expliquer que telle information, voilà, on vous explique pourquoi elle est fausse, pourquoi telle image est truquée. Avant, ça passait comme une lettre à la poste. Alors, est-ce qu'il est de droite ou de gauche, le complotisme? En fait, il n'est ni de droite ni de gauche. Bon, mais il a été quand même très, très extrême droite, hein, au départ. Hein, donc, historiquement, ça a quand même été très, 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 très extrême droite. Et actuellement, le complotisme est très agité par des milieux particuliers, extrémistes, auxquels on donne des noms un peu désagréables d'ailleurs. Hein. C'est la fachosphère, la gauchosphère, la machinsphère, voilà, toutes ces espèces de nébuleuses utilisant le net, qui sont très à droite ou très à gauche, et puis qui se rejoignent. Hein. Bon, si on parle de l'extrême, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite, et c'est une réalité, mais l'extrême gauche aussi, hein, il faut voir que, et le communisme a été extrêmement en faveur du complotisme. Hein. On adorait les conjurations mondiales des forces réactionnaires qui barraient la route du progrès communiste. Ils étaient en permanence dans du conspirationnisme. Hein. Il y a des conjurations, nous on est les bons, et bien sûr on fait tout pour nous barrer la route vers notre idéal, vers notre progrès. Il y a eu, dans les années 60 et 70, il y a eu des publications russes, donc l'URSS à l'époque, pour parler de complots des francs-maçons, de la mafia, des services secrets américains, de l'Église catholique, des juifs et tout ça. La lutte contre le sionisme, l'antisémitisme de l'URSS, c'est un antisémitisme d'État. Hein, la lutte contre le sionisme, dans les années 60, l'URSS était extrêmement antisioniste. C'est pas un hasard si beaucoup de juifs russes ont préféré partir. Il valait mieux partir. Alors, après, on va dire, oui, mais alors, il y a les réseaux d'influence. Hein, il y a des réseaux d'influence. Est-ce que ce sont des comploteurs? Parce que derrière, il faut savoir s'il n'y a pas des vrais complots quand même. Donc c'est les francs-maçons, par exemple. Les réseaux de francs-maçons, il y a une aide, il y a une entraide, et il y a une influence. Il y a des lois, la loi Caillavet, tout ça, c'est des lois qui ont été poussées par des loges maçonniques. Donc ça existe. La franc-maçonnerie est réseau, mais on la cite parce qu'elle a été mise en avant, mais il y en a plein d'autres. Hein. La franc-maçonnerie est un réseau d'influence. Et la question, c'est est-ce que du coup, ce sont des comploteurs? Est-ce que c'est un... Et en fait, alors quelle est la différence? Où est la frontière? Et c'est bien là que ça devient intéressant et que ça devient compliqué. La franc-maçonnerie, c'est une espèce de... C'est un lobby laïque, des formes sur la laïcité, tout ça. C'est un lobby qui porte un certain nombre de points de vue. Il n'y a rien à dire, tout le monde a le droit de porter son point de vue. Hein, surtout si c'est intelligent et que c'est plutôt pour le bien des gens en général. Mais
Où ça serait différent, c'est s'il y avait un vrai projet stratégique de la franc-maçonnerie, ultra déterminé, hein, une espèce de toute-puissance, et que tout soit construit avec un dessin très précis pour arriver à passer à telle chose. Et c'est là qu'est la ligne de rupture. Hein. Donc, est-ce que c'est un réseau... Alors, réseau, ça a une connotation péjorative. Est-ce qu'un réseau qui va vouloir influencer, parce que c'est son boulot de réfléchir à la société et de faire des propositions, et ça, heureusement qu'il y en a, et c'est plutôt bien, plutôt que de faire n'importe quoi et de réagir au coup à coup, est-ce que ça veut dire que d'un seul coup on est dans un complot pour prendre le pouvoir et dicter aux choses? Et c'est là qu'on voit que la limite peut être interprétée de façon subjective par les gens en fonction de leur sensibilité. Alors, il y a des sites complotistes hein, de façon extraordinaire, hein, ça, bon, je ne vais pas vous les citer, mais il y en a plein. Non, c'est peut-être pas la peine de leur faire de la publicité. Non, en plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les biais cognitifs, parce que les sociologues étudient ce qui se passe. Il y a tout un ensemble de biais cognitifs qui sont utilisés par les complotistes. Hein. Alors, il y a l'argument d'ignorance, par exemple, qui est très fréquent. Tant que quelque chose n'a pas été prouvé comme faux, c'est qu'il est vrai. Ça, c'est un des trucs de base. Ça pourrait être valable pour le traitement Raoult. On n'a pas prouvé qu'il ne marchait pas, donc il doit être vrai, ça doit marcher. C'est ça que les gens ont en tête. Et on a ça, ben c'est comme la croyance en Dieu. Hein, tant qu'on n'a pas... vous dites que Dieu n'existe pas, vous pensez que Dieu n'existe pas, démontrez-moi. Et si vous n'êtes pas capable de le démontrer, ben c'est qu'il existe. Hein. Si vous ne pouvez pas démontrer que les ovnis n'existent pas, vous pouvez circuler, il n'y a rien à voir. Et ça veut dire qu'ils existent. Donc ça, c'est très important, cette idée de... C'est l'argument d'ignorance, c'est l'argumentum ad ignorantiam, hein, c'est connu dans les biais cognitifs. Voilà. Et sous-entendant que le manque de preuves devient une preuve, finalement. Alors les biais de confirmation, hein, qui sont très utilisés par les complotistes, c'est-à-dire qu'on va bien sûr chercher, dès qu'il y a quelque chose qui peut ressembler à un argument qui va étayer l'idée qu'on a d'une théorie du complot, ben on va le prendre, hein, on va tordre les trucs, on va peut-être inventer des choses, et on va les tordre pour que ça aille, hein, c'est le biais de confirmation. Après, il y a des biais statistiques, bien sûr. Hein. On voit un événement isolé dû au hasard et on va en faire une généralité. Et ça, c'est très courant. Hein, c'est très courant. C'est l'arbre qui cache la forêt, on va dire. Ouais, alors il y a l'effet d'Ésope. Ésope, hein, c'était l'histoire, ceux qui crient la fable dans les fables. Ceux qui crient au loup vont être plus entendus que les autres. Donc dès qu'on fait peur, on va être entendu. Et dès qu'on est dans des choses qui vont être plus rationnelles, plus raisonnables et plus calmes et rassurantes, on va moins entendre. Les gens aiment bien ce qui fait peur. Hein. Ça s'appelle l'effet d'Ésope. Il y a l'effet de dévoilement aussi. On aime bien le fait de dévoiler quelque chose. Hein. Donc on dit des trucs, ah puis on a une nouveauté, voilà, on va vous expliquer, derrière le voile, voilà ce qui se passe. Hein. Tout ça, ce sont des biais de fonctionnement qui sont très, très efficaces dans le complotisme. Alors, quelles sont les motivations des gens qui vont créer une théorie du complot? Alors ça, on peut... Existe-t-il un profil? Alors oui, alors il y a des profils. Il y a des profils. Alors dans les gens qui vont créer, il y a ceux qui créent, il y a ceux qui relaient, il y a ceux qui croient, qui ne créent rien et qui ne relaient pas. En fait, ceux qui y croient, ils finissent par relayer hein, quand même souvent. Ils adorent relayer parce qu'ils y croient. Donc ils pensent que c'est utile et que c'est même presque un devoir de relayer le truc. Alors pourquoi c'est quoi les motivations? Il y en a, ils se fichent complètement. Il y a 4 grandes catégories, on va dire, hein, pour faire simple. C'est analysé par les sociologues. Hein. Il y a une catégorie où les gens savent, ils se fichent complètement qu'il y a un complot ou pas, qu'on n'y croit pas, c'est pas la question, ça met la pagaille. Eux, c'est mettre du bordel dans le système. C'est tout. Anti-système, on s'en fout complètement du sujet. Hein. Du moment que ça fout le bordel, c'est tout bon, on y va. Et ça, c'est très répandu comme motivation. Il y en a une autre, il y a des militantismes idéologiques. Hein. Si on a une idéologie, eh ben on va essayer de trouver on va bâtir peut-être des théories du complot qui vont aider cette idéologie. Hein, quand on n'aime pas des gens, on n'aime pas les juifs, ben on va créer des trucs. On n'aime pas les arabes, on va créer des trucs. On n'aime pas les riches, on n'aime pas les médecins, on n'aime pas la famille royale britannique, tout ça. Donc on va créer des complots pour alimenter ce militantisme idéologique. Comme on est militant, on est prêt à tout, hein, puisque ce n'est pas la vérité qui compte, c'est
la cause pour laquelle on est militant. C'est ça qui passe devant le reste. Tout ce qui va alimenter est bon. Il y a les gens qui ont des intérêts politiques, économiques aussi, hein, ou des intérêts personnels. Hein. Donc il peut y avoir des intérêts économiques à faire du complotisme. Hein. Les complotistes, souvent, ils disent oh, l'argent, tout ça, les puissances de l'argent. Mais en fait, ils font beaucoup d'argent avec leur système. Ils détestent l'argent, mais ils en veulent beaucoup. Et puis la quatrième catégorie, bah, c'est ceux qui pensent que c'est vrai, hein, tout ça, qui sont sincères. Ils pensent qu'effectivement, il y a un complot et que... Voilà. Donc ils n'ont pas de vue, donc ils croient, ils vont propager, monter des théories du complot, mais très sincèrement. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a c'est assez varié. Alors il y a les gens qui vont produire le contenu, hein, ils fabriquent, ils propagent. Les relayeurs, c'est des gens qui vont souvent conforter leur... Alors c'est pas eux qui créent le contenu, hein, mais ça va leur plaire le contenu, un contenu donné. Donc ça va conforter leurs croyances. Ils vont être très actifs hein, pour disséminer le truc. Et les consommateurs, hein, qui deviennent souvent des passeurs d'informations. Alors c'est compliqué après, alors il y a les complotistes, on en a parlé, mais il y a après, on va voir une catégorie qui est celle du lanceur d'alerte. Et on va se dire, mais finalement, les lanceurs d'alerte, c'est bien, ils ont une bonne cote, hein, même s'il y en a qui sont des fois douteux, hein, parce que c'est pas parce qu'on va lancer une alerte que c'est vrai, et peut-être des fois on a de mauvaises intentions. Hein, c'est pour ça qu'on a codifié maintenant, et c'est assez encadré la notion de lanceur d'alerte. Bon, j'en ai parlé dans une autre conférence. Le lanceur d'alerte, finalement, c'est un complotiste, finalement. Il va dire, attendez, il y a un truc, là, je dévoile un truc. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir confusion entre les deux. Entre un complotiste, on va dire, mais non, moi je suis lanceur d'alerte, je dévoile un complot, voilà, je vous donne des éléments. Donc c'est bien, c'est très bien, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est bien d'être lanceur d'alerte, et c'est pas bien d'être complotiste. Alors je suis lanceur d'alerte. Et donc c'est subtil. Et là, il n'y a pas de règle générale, hein, c'est du cas par cas, il faut analyser le comportement et ce qui se passe avant de dire... voilà. Il y a des bénéfices à adhérer à une théorie du complot. Il y a des plaisirs, il y a des retombées personnelles. Hein. Quand on est initié, quand on adhère à une théorie du complot, on appartient à un groupe minoritaire, mais qui pense une certaine chose, et qui sait et qui voit la vérité, la vraie vérité, derrière la vérité. On est initié, on est dans les initiés, et on va pouvoir initier d'autres personnes, et on va adorer initier d'autres personnes. Donc, en termes de valorisation personnelle, on a des bénéfices considérables. Hein. On connaît le dessous des cartes, on comprend le monde qui nous entoure, enfin. Et puis, on a une espèce de revanche par rapport à un monde savant, technique, compliqué, dans lequel on est un peu en échec en termes de compréhension. Donc c'est une revanche aussi. Hein. Et puis derrière, il y a un lien communautaire qui va se créer. Il y a une communauté de complotistes. Les platistes entre eux, ils vont pouvoir se réunir, ils vont discuter, ils vont se conforter mutuellement. Donc c'est une occasion de liens sociaux très importants. Et les jeunes, notamment, sont plus adeptes de théorie du complot que les plus vieux. Et ils adorent ce côté un peu, on est dans un clan, on se retrouve entre nous. C'est les tribus un peu, c'est la mode des tribus, hein, tout ça, ce qui est extrêmement bien analysé. Et puis c'est aussi... on a un monde qui nous pose des problèmes, hein, qu'on juge inacceptable à certains égards. Donc on va le fuir d'une certaine façon. On va trouver une vérité ailleurs. Donc c'est une façon d'échapper aussi à un monde réel qui est un peu compliqué. Hein. Et puis, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses inexpliquées. Pourquoi il se passe ça? C'est incroyable, il y a un tsunami, un machin. Eh bien, on va trouver une explication. Ça va rassurer, ça va consoler. Hein. Donc ça rassure de se dire, mais il y a des trucs, au lieu de dire c'est le hasard et pas de chance, on a des inondations invraisemblables, on a un tsunami ou on a un tremblement de terre ou on a une pandémie, et ben on va se dire derrière, il y a des raisons à ça. Donc sinon, on ne comprend pas pourquoi. On aime savoir pourquoi les choses. Hein. Donc du coup, on élimine les causes purement accidentelles. Alors il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites hein, sur les profils psychologiques des complotistes par rapport à ceux qui le sont moins. Bon, après, on ne va pas détailler tout ça, hein, parce que... alors, il y a eu, pour comprendre les complotistes, il y a eu le sondage, il y a eu l'étude d'IFOP de la Fondation Jean Jaurès, et avec Conspiracy Watch, hein, ce qui avait fait quand même les unes, notamment de Libération, en 2018. On en a beaucoup parlé, ça. Il y a eu un questionnaire en ligne, il y a eu 1250 personnes, et qui ont été interrogées sur une dizaine de théories du complot.
Hein, et on a trouvé des choses incroyables qui ont étonné les gens. Moi, je disais autour de moi, vous savez, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Oh, on me disait, mais tu rigoles, c'est pas vrai. Je dis, si, et il y en a pas mal. Et quand on a vu sortir, je ne pouvais pas croire ça, et quand on a vu sortir l'étude de la Fondation Jean Jaurès, les gens ont vu qu'il y avait 6 millions de Français qui croyaient que la Terre était plate. Et ça, voilà, et oui, la mission Apollo n'a pas existé, etc. Les chemtrails, il y a beaucoup de gens qui croient aux chemtrails, il y a 20% de la population dans le truc de la Fondation Jaurès. Les vaccins, c'est un complot aussi, c'est pas bon, 55% de la population majoritaire. Kennedy, il y a eu un complot, 54%. Le sida, en fait, c'est un truc qui a été créé pour des raisons... Encore un virus créé. Ouais, j'ai quand même 32% qui pensent que le sida, c'est un complot. Daesh aussi, tout ça, c'est le nouvel ordre mondial, beaucoup de gens y croient. Donc voilà, donc c'est la fameuse enquête que vous avez tous vue à l'époque. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Alors on a cherché des facteurs, puisqu'on voulait voir le profil des complotistes. On a analysé un certain nombre de caractéristiques des gens et on n'a pas trouvé beaucoup de caractères qui définissent les complotistes. Il y a deux choses importantes qu'on a vues. C'est l'âge, le critère âge, qui est très relayé. Plus on est jeune, plus on peut verser dans le complotisme. Et alors ça, c'est intéressant à comprendre pourquoi. Et puis l'appartenance politique. Plus on est vers les extrêmes, plus on est sensible. Et il y a deux catégories, et là j'ai des chiffres, plus on est vers l'extrême gauche ou l'extrême droite, plus on va être complotiste. Et notamment, il y a les gens qui votaient pour Mélenchon ou pour Marine Le Pen, à égalité, 35 à 40% de ces gens-là croient à des théories du complot. Alors que les autres, ceux qui votent pour des gens plus du centre, ils sont 2 fois moins nombreux à peu près. Donc on voit bien qu'il y a des profils qui apparaissent et que c'est assez intéressant. Alors il y a des gens qui croient dans cette enquête à toutes les théories du complot, ça c'est les complotistes à tout crin, et puis il y en a qui croient à une seule, celle-là je la prends, les autres non, c'est de la connerie, voilà. Et puis il y a ceux qui croient à plusieurs. Tout ça est bien analysé et c'est assez intéressant. Oui, on a aussi vu que parmi les complotistes, c'était beaucoup de gens qui croyaient, qui consultaient l'horoscope et qui y croyaient. Donc très vite, on est dans des systèmes de croyances aussi, de choses de ce genre. Voilà, et c'est là, on arrive donc à l'idée qu'il y a le complot, mais il y a aussi il y a la théorie du complot, mais il y a des vrais complots. Et du coup, il y a la théorie du complot, mais à côté de ça, en miroir, il y a la théorie de la naïveté. Ouais, vous êtes naïf, vous croyez ce qu'on vous dit. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux non plus. C'est pour ça que c'est subtil. Et on va trouver des tas d'éléments pour dire, mais attendez, il y a quand même des choses qui sont faites. Voilà, soyons pas naïfs non plus. Alors voilà. Et puis, est-ce que c'est dangereux le complotisme pour la société? C'est dangereux, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est toujours destructif. La théorie du complot, elle n'est pas constructive. Hein. On veut détruire l'existant. On propose rien. On se fiche de ce qui se passera après. On détruit des choses. On est dans le négatif. Donc ça, ça a des limites. C'est bien de critiquer, etc. Mais derrière, c'est intéressant, c'est de le proposer. Et puis, pour des personnalités un peu fragiles, un peu vulnérables, un peu influençables, le complotisme va pouvoir entraîner des comportements qui vont être dangereux socialement. Ça va encourager de l'autojustice, le terrorisme, etc. Et quand on voit des meurtres en série, tout ça, bon, les gens ils sont encouragés parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se créent une espèce de conviction qu'il faut faire telle chose. Et du coup, ils vont peut-être le faire. Donc, il y aura des comportements antisociaux qui vont être... Et puis d'ailleurs, en général, les complotistes aiment bien, quand il y a des catastrophes, ils s'en réjouissent. Donc ça ne les concerne pas eux directement. Hein. Donc ils disent, bah oui, c'est bien mérité, je l'avais bien dit, voilà. Donc on voit bien qu'il y a des profils de comportement dans la société qui peuvent être un peu délétères, hein, quand on est trop sujet au complotisme. Et d'ailleurs, quand on regarde les dictatures sont toutes complotistes. Les démocraties, normalement, le sont moins. Alors après, il y a des êtres humains. Hein. Alors, une chose intéressante pour votre question sur il y a des vrais complots. Eh bien, des fois, la limite, elle est pas évidente. Hein. Il y a eu des tas de choses qui étaient des vrais complots, et des complots d'État. Il y en a eu. Bon, on ne va pas donner de liste, mais il y en a eu. Et donc, du coup,
on ne peut pas dire systématiquement que un complotisme est un complotisme. C'est peut-être un vrai complot qui est démasqué. Et un cas très intéressant, c'est le groupe Bilderberg. Parce que c'est un groupe qui existe depuis 1954, dont on parle beaucoup et que les complotistes adorent, parce que c'est des gens qui, au niveau mondial, se réunissent, réfléchissent au monde, vers où il peut aller. C'est un groupe d'influence vers une certaine, qui est en fait une mondialisation de la réflexion sur les problèmes. Hein, chacun ne reste pas dans son pays. Des gens dits importants, une élite se réunit, avec élite politique, des gouvernants, des patrons de banques ou de grandes entreprises, en nombre assez limité, se réunissent entre eux pour réfléchir et éventuellement faire des propositions. Alors, qu'ils parlent entre eux, c'est bien, c'est plutôt intelligent, plutôt que de rester chacun de son côté, et puis essayer de faire des choses pour le bien, c'est bien, mais du coup, comme ils se réunissent plutôt en secret, parce que sinon c'est toute une affaire, ça passe dans les médias, etc., et qu'on est finalement vers une espèce de quelque chose qui va vers un nouvel ordre, vers un ordre mondial. Hein, donc on mondialise les choses, on réfléchit ensemble pour prendre des décisions, ça fait complot. Hein, alors, et le groupe Bilderberg, il existe, hein, il a été créé en 1954, et le but, c'était de discuter des problèmes de la civilisation occidentale. Hein. Donc, c'était les Européens et les Américains. Et ça a commencé en pleine guerre froide. C'était dirigé contre la menace soviétique, hein, clairement. Donc, ça existait. Hein. Donc, il se réunit tous les ans depuis 1954, hein, toujours à un endroit différent. Bilderberg, c'était le nom d'un hôtel qui était dans une ville, la ville d'Oosterbeek, aux Pays-Bas. Et donc, ils se réunissent régulièrement, ils parlent. Alors, la menace communiste, ils n'en parlent plus, mais ils parlent d'autres sujets. Hein. Donc, il y a Merkel, il y a Thatcher, il y avait Thatcher, il y avait Clinton, il y a Macron, il y a Rockefeller, il y a les patrons d'Amazon, de Microsoft, il y a tous ces gens-là, quoi, qui n'ont pas forcément une bonne presse. Donc, ils se réunissent, et de façon assez secrète, parce que pour que les débats soient libres, il ne faut pas les mettre au plein jour, sinon ils ne vont plus être libres. Les gens vont faire attention à ce qu'ils disent en permanence, et du coup, ça ne sera pas efficace. Donc, tout ça, ça ressemble à un gouvernement mondial secret. Et c'est pas faux, d'une certaine façon. Mais après, d'un autre côté, c'est plutôt intelligent qu'ils parlent entre eux. Et qui, au lieu de faire des bêtises, etc., c'est plutôt un facteur de paix, quand même, au total. Donc, on voit bien, dans cette histoire du groupe de Bilderberg, on voit bien que c'est pas évident. Donc, il y a des éléments vrais qui vont accréditer cette notion de complot et de nouvel ordre et d'ordre mondial. Et puis après, il y a eu la commission trilatérale qui a été créée en 1970, qui est en fait liée au groupe Bilderberg. Et là, on a créé une société, une commission qui comporte des gens d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et d'Asie. Pareil pour faire, donc c'est la trilatérale, on l'appelle, la trilatérale. Et on a accusé d'ailleurs la trilatérale d'être à l'origine d'élections de président de la République, hein, aux États-Unis, en France. Raymond Barre, c'est la trilatérale qui l'a fait élire et tout ça. Donc tout ça, ça existe. Hein, ça existe et on est dans le mondialisme. Et il y a des gens, tous les antimondialistes, là, ils disent, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Donc ils sont vent debout contre ces trucs-là. Donc, que dire dans ce cas-là? Alors du coup, il y a des activistes, ils essayent de savoir où le groupe Bilderberg va se réunir, et ils font des manifs devant, et ils auront lancé le slogan « Occupy Bilderberg », il faut occuper Bilderberg et l'empêcher de fonctionner. Donc Stop Bilderberg, la mafia Bilderberg et tout ça. Donc on voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué, hein, il y a plein de fantasmes complotistes autour de ça. Voilà. Alors, voilà. Et après, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre le complotisme? Comment peut-on lutter contre le complotisme? Voilà. Et là, c'est toute une affaire. Hein. Donc, nous venons de voir que le complotisme peut avoir des effets très négatifs. Et il serait intéressant de savoir comment on peut lutter contre ce complotisme. Alors, bon, on a envie de lutter contre, parce qu'on voit bien les effets négatifs, hein, et tout ce qu'il y a de faux dans ces choses-là, dans les choses caricaturales, et sans empêcher les gens d'avoir un esprit critique, bien évidemment, et sans demander aux gens d'être naïfs et de gober n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils gobent pas n'importe quoi, comme disent les complotistes, en fait, ils gobent d'autres choses qui sont infiniment pires, c'est ça le problème. Et alors, il y a une phrase de Raphaël Enthoven, sur la rumeur, mais ça revient au même, il dit
et qui montre que c'est très difficile. Parce que si on dit rien, c'est pas bon, et si on attaque le complotisme, on va au contraire le renforcer. Donc on ne fait jamais bien. Il a dit, la rumeur est une nasse qui se nourrit du déni comme des coups qu'on lui porte. C'est-à-dire qu'on soit dans le déni en disant, ça n'existe pas vos trucs, ou qu'on l'attaque, dans tous les cas on a tort. Le silence la conforte, le combat l'accrédite. On ne peut rien contre elle. Voilà. Alors évidemment on peut en rester là, on n'y peut rien, c'est comme ça. En fait, bon, il faut quand même, quand il y a des discours complotistes, il faut les déconstruire, il faut les expliquer. Hein, il y a des sites de type débunkages, donc il y a beaucoup de gens qui font ça, qui de façon très sérieuse. Alors il peut faire des erreurs aussi, mais en général, c'est très juste. Il y a maintenant des professionnels de l'anticomplotisme et du débunkage. Donc il y a l'anticomplotisme. Parce que le complotisme, on parle beaucoup du vivre ensemble. C'est très à la mode, c'est important. Mais le complotisme, il détruit le vivre ensemble. Il est destructeur. Donc, quand même, c'est un peu embêtant. Si on veut que les gens vivent ensemble, il faut peut-être éviter d'être dans le complotisme. Alors, il faut trouver le moyen d'informer l'opinion sans paniquer d'ailleurs. Il y a une panique aussi par rapport au complotisme. Il faut informer l'opinion tout en laissant quand même une liberté d'expression, une liberté. Donc ça veut dire qu'il faut distinguer aussi le vrai du faux. Alors ça, c'est le travail quand même des médias, bien sûr, qui échappent à Internet. Alors les médias ont des systèmes maintenant d'études, de fact-checking pour étudier précisément, dans chaque cas, toute information, essayer de démêler le vrai du faux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Libération, Le Monde ou plein d'autres, Le Figaro, ils ont tous des équipes qui font ça. Hein, et les télés, sur Antenne 2, on voit régulièrement, pendant 10 minutes, voilà, dans les infos, pour l'histoire du Covid-19, voilà, il y a des choses qui sont dites, c'est faux pour telle raison. Parce qu'on a regardé, et voilà. Pas pour détruire les idées, les informations par principe, mais parce qu'elles sont fausses. Et on a les éléments pour le dire. Donc il est bien que des gens fassent le boulot pour faciliter la compréhension par les autres qui n'ont pas les compétences, peut-être des compétences, ni les informations, ni le temps de démêler des choses. D'autant qu'en général, ces informations, elles sont construites. Hein, il y a des théories, les anciens cosmonautes, la Terre plate, tout ça. Il y a des documents très très bien faits qui expliquent à quel point rationnellement l'histoire est vraie. Elle est archi fausse, mais il y a toute une apparence et toute une construction. Donc c'est compliqué pour les gens. Donc il faut il y a un marché de l'information, il faut qu'il soit exigeant, hein, et il faut qu'on ait une méthode et qu'on le fasse. Donc aujourd'hui, ça se fait. Mais s'il y a un point à développer, de mon point de vue, c'est l'école, c'est l'éducation. Une question dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Et si l'école doit apporter quelque chose, bon, l'école, on apprenait de la connaissance, hein. On délivrait de la connaissance et on remplissait pour que les enfants aient un bagage curriculaire, un bagage de savoir et de connaissances. Et bon, on est un peu revenu de ça. Alors c'est important d'avoir du savoir et des connaissances, c'est évident. Il ne faut surtout pas abandonner ça, mais il faut surtout apprendre aux gens à réfléchir. Et actuellement, je suis frappé de voir à quel point, dans les programmes scolaires, il y a des sujets sur l'information, la désinformation, l'esprit critique, et tout ça. C'est étonnant comme ça s'y est mis. Et je crois que ça avait démarré, je crois, hein, c'est pas ma spécialité l'éducation, mais avec Najat Vallaud-Belkacem qui avait démarré des programmes en s'alarmant, en se disant mais on a un rôle et l'éducation nationale à sa place doit faire quelque chose si elle ne le fait pas. Et les enfants, ils travaillent sur des cas, ils travaillent sur des tas de choses qui sont liées à la désinformation, à la théorie du complot, aux fake news. Et ils sont maintenant assez familiers de ça. Donc je pense qu'il faut leur apprendre à réfléchir devant des faits, à pas tout gober. Et pas tout gober, c'est pas justement ne pas gober ce qui est officiel sous prétexte que c'est officiel ou dit dans les médias, mais ne pas gober ce qui est de la fausse information. Donc leur apprendre à critiquer les sources. Parce que les gens, quand on fait des enquêtes d'opinion, et ils pensent que sur les réseaux, il y a plein de fausses informations, ils le disent, hein. Il y a très peu de gens qui croient à ce qu'il y a. Mais ils regardent. Et en fin de compte, ils sont influencés. Donc ils savent rationnellement, intellectuellement qu'il y a n'importe quoi, mais ils y vont, des fois ils vont que là, et malgré tout, il y a des messages qui passent et ils sont influencés. Donc
Il faut, voilà, donc il faut bien, il y a des prises de conscience qui sont importantes. Hein. Donc l'esprit critique doit être développé, mais pas dévoyé vers être critique vis-à-vis de choses qui ont du sens, et pour gober après des couleuvres énormes. Donc c'est bien, donc c'est l'éducation pour moi la clé à la base. Hein. Est-ce que manifestement le complotisme est toujours lié à des traumatismes, des anxiétés, de l'insécurité? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler là-dessus aussi? Il semblerait que les Français soient dans un état d'insécurité profonde où le complotisme les rassure quelque part. Ouais. Et est-ce qu'on ne pourrait pas lutter de ce point de vue aussi? Alors, oui, mais bon, il y a toujours eu de l'insécurité, de l'angoisse, et il y en aura toujours. La vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des problèmes, hein, et il y a des gens qui en ont beaucoup plus que d'autres. Donc ça, on ne pourra pas empêcher. Par contre, plus les gens sont stables dans leur tête et bien dans leur société, bien dans leur vie, et bien sûr, moins ils vont être sensibles au complotisme. Alors là, c'est compliqué, là. C'est assez compliqué. En attendant, il y aura toujours, malgré tout, du complotisme, et il y aura une angoisse, et il faut comprendre ce qui fait que les gens vont verser dans le complotisme, de façon à pouvoir diminuer. Le complotisme existera toujours. Ce qu'il faut juste, c'est éviter qu'il devienne dominant, et éviter qu'il mène à des comportements dangereux. C'est ça surtout. Après ça, les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur le complotisme, en essayant d'aller assez vite. Merci beaucoup Gilles Roche, et là nous avons balayé le complotisme. Balayons. Nous essaierons de le balayer, mais en tout cas là, les personnes auront, je suppose, bien compris comment ça fonctionne. Je vous remercie. Je vous remercie.